Bienvenue dans C'est juste une question de temps, le podcast des Moneymakers, les personnes qui font l'argent et qui en parlent sans tabou et sans complexe. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, quelqu'un qui a bercé mon enfance par ses chants tellement ils étaient inspirants. Mais nous n'allons pas parler de chants aujourd'hui simplement, mais du business derrière l'industrie musicale. Parce que l'industrie musicale est une industrie qui fait vivre le continent africain. Nous avons énormément de talents sur ce continent, mais qui malheureusement ne profitent pas pleinement de ce qu'il y a comme opportunité derrière ce business. Et lui, c'est quelqu'un qui est artiste, mais qui aujourd'hui fait aussi du management. Il gère des artistes pour une grande maison, Universal Music, que beaucoup d'entre nous connaissent certainement. Et avec lui, on va parler des réalités du business de la musique. Comment ça marche réellement, l'envers du décor? Parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui font beaucoup de clips et qui semblent être très heureux. Mais comment ça fonctionne? Qui les produit? Comment ça se passe, les repartitions? Qui gagne quoi là-dedans? Et pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que parfois des artistes se plaignent de leurs producteurs? Il répond à toutes nos questions sans aucun tabou. Et croyez-moi, on va se dire les choses concrètement. Pete Bacardi se livre, parle réellement de son métier et puis clarifie certaines choses. Parce qu'en réalité, si on suit un peu l'univers musical africain, il a été interpellé et indexé à plusieurs reprises les précédentes années par plusieurs artistes. Et aujourd'hui, il apporte un peu sa réponse en expliquant simplement comment l'industrie musicale fonctionne, sans état d'âme, sans complexe, sans volonté de plaire ou de déplaire, simplement pour dire les faits. Accrochez-vous donc parce que ça va être du lourd, lourd, lourd. Vous n'allez pas voir le temps passer parce que c'est inspirant. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business et de gestion des finances autour de ma table sur ce podcast au travers duquel j'invite plusieurs personnes. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner, notamment parce que désormais je crée les dîners entrepreneuriaux. Ce sont des dîners dans lesquels j'invite mes abonnés à venir manger avec moi. Une dizaine de personnes sélectionnées dans la liste de mes abonnés, les anciens, mais surtout les nouveaux, parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes nous suivent sans s'abonner. Et donc, au travers de ce moyen, je veux vous inciter à vous abonner massivement. Abonnez-vous et il y a de très fortes chances qu'on se retrouve très prochainement pour dîner ensemble. Et ce, peu importe là où vous êtes dans le monde, je me déplace beaucoup et je viendrai vers vous pour organiser de plus en plus de dîners. Abonnez-vous massivement pour que notre communauté ne cesse de grandir, mais aussi de grandir en impact. Si vous êtes à Abidjan ou si vous arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition Pick-up SUV Berlin en fonction de votre budget. Et puis, si vous cherchez plutôt un appartement, là aussi, on a ce qu'il vous faut. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et puis, enfin, si vous voulez plutôt investir, achetez votre maison. Nous construisons désormais. Et nous avons pas mal de maisons aujourd'hui à vous proposer à Bingerville. Contactez le numéro qui s'affiche et l'équipe commerciale se fera un plaisir de vous répondre. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Pete Bacardi. Let's go. Bonjour Pete Bacardi. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler ensemble d'argent, de gestion de finances. Est-ce que Merci tu peux de m'avoir juste, invité. je t'en prie, est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? D'accord, donc je suis Pete Bacardi, aujourd'hui directeur du label et publishing chez Universal Music Africa, mais anciennement rappeur, toujours rappeur, parce qu'en vrai, quand on est artiste, on l'est jusqu'à la mort. Et donc, j'ai sorti des albums, mon premier album en 99, j'ai été produit par le label Première Classe, dans lequel j'étais associé à Jackie Bendy, Deneg Marron et Stéphane Epatou. Cet album a été coproduit par Sector A. Et j'ai commencé aussi avec le collectif Time Bomb en 96 où il y avait Lunatic avec Booba, Oxmo Puccino, etc. Alors, la première question que je pose généralement ici, c'est pour toi, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est un moyen d'arriver à nos fins. Okay. Quand on a une ambition, quand on a un projet, l'argent nous permet de mener à bien ce projet. L'argent nous permet d'avoir un équilibre. Et l'argent je pense que c'est une sorte de moteur quand tu es entrepreneur quand tu bosses, quoi. C'est une sorte de moteur. Ouais. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme riche? Oui. Parce que moi, ma richesse, là, je considère être riche parce que j'ai beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas, c'est l'expérience. Et avec l'expérience et la sagesse qu'il y a dans l'expérience, tu peux faire 1 milliard de choses. Et 1 milliard de choses peuvent équivaloir à 1 milliard de francs CFA, 1 milliard
de haut, etc. Donc oui, je me considère riche parce qu'aussi, il y a, comment dire, il y a la connaissance. La connaissance est une richesse. Et donc oui, je me considère riche parce qu'aussi, j'ai une éducation. Et je ne base pas la richesse uniquement que sur des biens matériels, Tout à fait. sur de l'argent. Même si aujourd'hui, on qualifie ou on juge une personne en fonction de ses biens, mais tu as des personnes qui sont hyper riches, mais qui sont pauvres d'esprit. Oui. Donc pour moi, la richesse, c'est un ensemble de choses, bien sûr, en y mettant aussi ce qu'il y a de pécunieux. Alors, et si on prenait juste l'aspect financier, D'accord. qu'est-ce qui permettrait, d'après toi, de définir quelqu'un de riche dans une société? Parce je pense qu'il faut toujours le dire dans la société. C'est quelqu'un qui peut subvenir à tous ses besoins en fonction de son environnement. Donc, si c'est quelqu'un de marié avec enfant qui a la capacité de gérer le loyer, de gérer les scolarités, de gérer tout ce qui est maladie, de gérer vacances, c'est vraiment pour moi ça la richesse, quand tu as la possibilité de faire ce que tu as envie de faire. Après, le prix, c'est un autre débat, le montant, c'est un autre débat, mais quand tu as la possibilité de faire ce que tu as envie de faire quand tu veux le faire, pour moi, tu es riche. Et dans ce cas-là, d'après ta propre définition, est-ce que tu es riche? Est-ce que dire oui paraît prétentieux dans le contexte? Pas du tout. Ok, je me considère tel quel alors. Non, mais bien sûr, l'un des buts ici, c'est de pouvoir parler de manière un peu décomplexée quand même de l'argent, parce que c'est l'un des problèmes qu'on a dans notre société, c'est que tout le monde sait que des gens ont de l'argent, mais ils font comme s'ils n'en ont pas, ou alors quand ils communiquent, on dirait que c'est un sujet. Je me considère tel quel alors. Très bien, c'est bien de planter le décor. Revenons à notre carrière musicale, que moi j'ai suivie quand j'étais beaucoup plus jeune, au Cameroun, pour le coup à Douala, avec mon pote Papy. On suivait beaucoup, lui plus que moi d'ailleurs, beaucoup de rap à l'époque. Et on t'a découvert à cette époque-là. Et bien évidemment, c'est un peu comme les footballeurs, c'est-à-dire quelqu'un que tu as découvert à une période, que tu as aimé. Tu suis quand même de temps en temps pour voir ce qu'il devient. Et puis à un moment donné, on t'a plus vu chanter. Et puis des années sont passées, et puis j'ai entendu, finalement, il revient en Afrique. Ouais. Et ensuite, il est en Côte d'Ivoire. Et maintenant, il fait de la production musicale. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Mais pourquoi il fait tous ces switches-là? Est-ce que c'est pas une question d'argent aussi quelque part? Est-ce qu'il n'a pas constaté quelque chose? Je te dis ça parce que moi, j'ai été très marqué par une interview de Richard Bona, que tu connais certainement, bien sûr, qui disait que, je crois que lui, à l'époque, il était chez Universal, quelque chose comme ça. Et il disait que du temps où il était chez Universal, il avait beaucoup de notoriété, peu d'argent. Il était connu, il faisait le tour du monde, il y avait des concerts tout le temps. Et puis au bout d'un certain temps, il a décidé de se produire tout seul. Et à partir du moment où il a décidé de se produire tout seul, l'inverse s'est produit. Beaucoup moins de popularité, mais beaucoup plus d'argent. Alors qu'effectivement, il brassait beaucoup moins de concerts et tout ce que tu veux, mais le porte-monnaie était beaucoup plus fourni. Est-ce à dire que la production, c'est la voie royale dans la musique, toi qui aujourd'hui es devenu producteur? Oui, après, tout est une question de perspective, où on se place. Moi, j'ai été artiste aussi, produit par une major. Alors, effectivement, on a le sentiment d'avoir moins que si on est indépendant, parce qu'on doit partager les revenus avec le producteur, justement, la major ou le producteur qu'on a au moment où on est produit. Et effectivement, quand tu te produis et que tu es le seul canal par lequel circulent les revenus, c'est normal que tu touches plus que si tu partages avec quelqu'un d'autre. Ça c'est la logique. Alors, j'aimerais bien, juste pour que tu nous démystifies un tout petit peu ce monde-là, c'est quoi un producteur pour un artiste? C'est quoi son rôle concrètement? Et pourquoi est-ce que justement il est payé pour ce rôle? En fait, un producteur, déjà, il y a une différence entre un producteur et un manager. Et un producteur peut être par ricochet un manager. Parce que dans la logique de production, il y a l'aspect financier. Le producteur, c'est la personne qui met tout ce qui a trait à la production du projet de l'artiste. Donc, si un artiste signe un contrat de 5 ans avec 3 albums, le producteur, son engagement, c'est de produire, de financer tout ce qui a trait au bon développement et à la bonne réalisation de ce projet. Ça comprend quoi? Ça comprend les enregistrements studio, ça comprend la production de tout ce qui est clip, ça comprend tout ce qui est promo, ça comprend tout ce qui est marketing, ça comprend tout ce qui est stylisme. Après, oui, bien sûr. Après, il y a différents types de contrats. Il y a le contrat d'exclus, où là, le producteur, si moi, Pete, producteur, je te signe en tant qu'artiste en exclusivité, mais je dois gérer de A à Z tout
toutes les dépenses relatives à ton développement. Ça veut dire de tes voyages, peut-être pas le loyer parce que il y a aucun contrat qui stipule qu'il faille payer le loyer à l'artiste, mais comme un contrat en fait, c'est une entente qu'on formalise sur un papier. Donc on pourrait dans le deal se dire bon, au lieu de te donner je sais pas 10 millions d'avance, on définit ça en mensualités qui permettent de payer le loyer pour l'artiste. Donc ça, c'est le contrat exclusif. Maintenant, il y a le contrat de licence où tu es ton propre producteur et la personne qui licencie, en général la major qui te licencie, investit à un pourcentage défini pour la production de ton projet, pour la production de ton clip, etc. Et il n'y a aucune obligation justement de prendre en charge tout ce que implique un contrat d'exclusivité. Et ensuite, tu as le contrat de distribution qui est en fait, comme son nom l'indique, juste un principe de distribution. Ça veut dire que tu te produis de A à Z, tu te débrouilles pour avoir tes financements, pour faire tes clips, pour faire ton marketing, pour faire ta promo, et le distributeur met juste en ligne, sachant qu'aujourd'hui, la consommation, elle est essentiellement digitale. Le distributeur met juste en ligne, mais tu restes le propriétaire de tes œuvres. D'accord, donc en gros, il y a quelqu'un qui joue le rôle de... Et le manager, pour le coup? Le manager, en fait, est la personne qui organise le programme et la carrière de l'artiste. Ok. Ça veut dire qu'un manager comme nous, en tout cas, nous, on a connu à notre époque, c'est une personne qui peut penser le projet de l'artiste. Ça veut dire qu'il peut penser artistique, qu'il peut penser positionnement, qu'il peut penser finance, ça veut dire gestion des finances de l'artiste. C'est vraiment une personne qui fait le travail à 360, mais qui ne met pas d'argent sur l'artiste. La différence, elle est là. Le producteur, lui, il peut mettre de l'argent et en même temps manager et en même temps tout ce que j'ai cité, mais le manager, lui, il peut pas parce qu'il a la limite de l'implication financière. D'accord, en fait, c'est le gars, c'est un peu comme le coach, quoi. C'est celui qui te dit, va à tel événement, ne va pas à tel événement, fais ceci, habille-toi comme ça. Exactement. Mais il y a des producteurs managers. Oui, bien sûr. Qui font ces deux rôles-là. Bien sûr. Mais le manager, lui tout seul, il n'a pas la capacité financière. Il n'a pas la capacité financière. En tout cas, même s'il le fait, il sera remboursé par le producteur, mais il n'a pas le statut de producteur. Ok. Il peut le faire parce que sur une action concrète, le producteur n'a pas eu à donner les liquidités conséquentes. Donc, le manager peut avancer et se faire rembourser par le producteur. D'accord. À une certaine époque, les artistes vivaient beaucoup de leur musique, dans le sens où ils vivaient des CD. Ouais. Peut-être les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est. C'est des cassettes vinyles. C'est que cassettes vinyles, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ouais. Aujourd'hui, avec le stream, avec YouTube, c'est très compliqué. Le CD est quasiment mort. Ouais. Comment les artistes vivent aujourd'hui? Ils vivent du stream, parce que sur les territoires européens ou américains, ou que ce soit nord-américains ou sud-américains, ou même les territoires asiatiques, partout sauf en Afrique, en fait. Ouais, mais c'est en train de s'accroître. Donc on vit du stream aujourd'hui, puisque le mode de consommation majeur aujourd'hui, c'est le stream. Mais il y a beaucoup de choses qui se développent autour. Il y a les lives, les concerts, tout ce qui est concert. Donc tu vois qu'il y a une recrudescence de concerts, de tournées, de concerts en club, de bookings en club. Il y en a beaucoup. Il y a aussi ce qu'on appelle le brand, c'est la valorisation de ton image par des deals avec des marques. Et tu as aussi le merchandising. Le merchandising, c'est l'opération, par exemple, qu'il y a eu sur Super 95, où il a fait un pop-up store avec des habits à l'effigie du nom de son album, Société Suspecte, etc. Donc ça aussi, le merchandising, aujourd'hui, dans les revenus des artistes, prend une place prépondérante. D'accord, ok. Donc effectivement, j'ai pas dit ils sont pas à plaindre. Dans tous les cas, ils sont pas à plaindre quand ils marchent. Ça reste le même problème. Quand il y avait le CD, c'est pas tous les artistes qui vivaient de leur musique. Les artistes qui vivaient de leur musique, c'est ceux qui vendaient 100, 150, 200, 300 000 albums sur la durée, sur les différents projets qu'ils sortaient. Donc là, il y a une réelle économie. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Si tu streames pas des masses, si t'as pas un succès, si t'as pas un impact, tu vas pas générer de revenus.
J'ai l'impression que l'univers de la musique est un peu comme celui du foot. C'est-à-dire que quand tu regardes les contrats que Kylian Mbappé, par exemple, peut gagner aujourd'hui, tu te rends compte qu'il gagne tellement plus que Zidane ou que Platini. Ouais. Est-ce que c'est un peu la même chose dans la musique? C'est-à-dire que de nos jours, Clairement. les artistes gagnent tellement Clairement, plus que... oui, parce que au fur et à mesure du temps, les choses se démocratisent, les esprits s'ouvrent, les intérêts, les enjeux deviennent de plus en plus gros. Donc, les revenus deviennent de plus en plus importants pour les acteurs des différentes industries dont on parle, que ce soit le foot ou que ce soit le sport. D'ailleurs, on va prendre le sport dans sa globalité, ou la musique, ou même le cinéma. À l'époque, on avait il y a à l'époque où on va parler en francs, un acteur prenait 1 million de francs. Avec le passage à l'euro, déjà 1 million d'euros, c'est pas 1 million de francs, c'est déjà c'est déjà beaucoup plus en euros que en francs. Donc ça ne cesse d'accroître en fait. C'est comment l'environnement grandit, mûrit, ça fait en sorte que il y a plus d'attractivité, donc plus de revenus, donc plus de reversements plus conséquents pour les acteurs. Alors, une question qui m'a toujours interpellé, toujours avec le parallèle du foot. Beaucoup d'artistes, en tout cas beaucoup de personnes de la communauté noire, se tournent vers la musique. Ouais. OK? Mais on a le sentiment que ce ne sont pas ceux qui gagnent le plus dans cette industrie, tout comme dans le foot. Industrie noire africaine. Industrie, oui. Noire africaine. Parce que oui, bien sûr. On a les Américains. D'accord. Bien sûr, oui, bien sûr. On est d'accord, oui. Mais prenons la France. D'accord. Et l'Afrique francophone, parce que le Nigeria, ça commence à être différent. Ouais. Mais l'industrie musicale dans l'univers francophone, d'accord. France compris, j'ai l'impression que les directeurs de labels et tout ce que tu veux sont caucasiens, blancs, et puis que ceux qui chantent, finalement, ce sont des Après, ça, c'est... à une exception près, parce que je crois que c'est vrai qu'il y a un ou deux maintenant qui... Ouais, t'as des labels comme Spectaculaire, dirigé par Omar Samake, où il a des artistes comme Dossé, Dinos, pour ne citer que, La Crime. T'as Wachibé Dawala qui avait Section d'Assaut, etc. T'as nous, à l'époque, le secteur A, c'était Jérôme Ebela Kenzi qui était le patron du secteur A. Nous-mêmes, on avait nos différents labels. Nous, on avait Première Classe, Passy avait le sien, Stomy avait le sien. Donc, en France, il y a quand même une belle représentation de personnes fortes, de couleurs dans l'industrie. C'est un choix. C'est un choix de rester indépendant. Je parle pour la France. C'est un choix de ces producteurs-là ou de ces personnes-là de rester indépendants, de manière générale. En ce qui concerne l'Afrique, la question c'était pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes de oui, qui font le même job. C'est-à-dire, il y en a certainement, mais j'ai pas le sentiment qu'ils pèsent dans le game. C'est ce que je veux dire. En Afrique ? Oui. Déjà, il y a des gens. Oui. Il y a des gens qui font des choses. Il y a moi, avant d'être chez Universal, j'avais mon label. J'ai toujours mon label qui s'appelle Empire Company. Pendant 10 ans, j'ai produit des artistes comme X Malea, comme Magasco, comme Mimi, pour ne citer que. Mais j'étais indépendant. T'as Edgar Yonke au Gabon, qui a produit Patience Dabani, qui a produit Créole, qui a produit Chanel. Ce sont ceux que j'ai de tête. J'ai pas tous les noms, mais t'as quand même des producteurs sur le territoire qui sont crédibles et costauds et assis. Mais comment tu expliques que Universal arrive et il rafle tout le monde? Non, Universal ne rafle pas tout le monde. En fait, justement, c'est bien que j'ai cette tribune pour expliquer le mécanisme. En fait, Universal Music Africa, c'est un prolongement d'Universal Music Group qui existe depuis belle lurette, aux États-Unis, en France, en Chine et sur différents territoires. Et donc, ce genre de société s'intéresse à des territoires quand ils sentent qu'il y a une économie qui est en train de naître, quand ils sentent qu'il y a un écosystème qui est en train d'être créé. Et c'est ce qui s'est passé. Universal, aujourd'hui, existe depuis 5-6 ans sur le siège est à Abidjan. Universal existe depuis 5-6 ans. Comparativement à l'extérieur où Universal existe depuis plus de 30-40 ans. Donc tu comprends déjà que en termes d'années d'existence, c'est plus petit. Et quand Universal vient s'installer sur les territoires, c'est bien évidemment pour travailler avec les personnes identifiées, crédibles, professionnels, pour pouvoir développer un écosystème qui va permettre à Universal de développer son business, mais de surtout mettre à disposition des indépendants
des producteurs indépendants ou des artistes indépendants des moyens, du réseau, de l'expertise pour pouvoir développer la musique. Et Universal étant en Côte d'Ivoire, en Afrique, bah ça ouvre une porte à Sony, ça ouvre une porte à Warner, ça ouvre une porte à Apple Music, ça ouvre une porte à Spotify, ça ouvre une porte en fait à une construction d'un écosystème équivalent à celui qu'il peut y avoir à l'extérieur. C'est ça en fait la démarche. Mais bien évidemment, Universal ne peut pas devenir ce qu'elle a envie de devenir sans travailler avec les acteurs locaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un échange de bons procédés. Malheureusement, la perception des gens, alors, on peut mettre ça sur le coup d'un manque de communication suffisamment méticuleuse pour que les gens comprennent exactement quel est le rôle d'Universal sur le territoire. Mais il y a souvent eu des problématiques parce que les gens de l'Indé ou les gens localement voient Universal comme la société occidentale qui vient esclavagiser, si je puis dire, les acteurs locaux. Alors que non, c'est juste une question d'entente, de bonne intelligence et de partage de business. On a besoin, nous, en Afrique, d'avoir, des structures de ce genre qui mettent les moyens suffisamment conséquents. Moi, ce que j'étais en Pire Compagnie en moyens, ça n'a rien à voir avec ce qu'Universal peut mettre en place en ce qui concerne les moyens. Ça ne veut pas dire que c'est un puissant fond, mais il y a quand même une enveloppe qui est déjà 10 fois, 30 fois plus conséquente que moi, ce que je peux donner en indépendant. Donc voilà, c'est vraiment, j'espère que j'aurais bien expliqué la chose, c'est vraiment une volonté de créer une économie, une industrie aussi. Ça, c'est le projet d'Universal. C'est pas uniquement le projet d'Universal, c'est le projet qui doit être pour qu'on puisse, parce que il y a beaucoup de, je vais te prendre un exemple. En Afrique, sur nos territoires, on a souvent des problèmes de droits d'auteur. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que Universal, c'est une composante de ce qu'on peut considérer comme une industrie de la musique. Ok? Oui. On a souvent des problématiques de droits d'auteur. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas, si tu regardes sur Instagram, tu ne peux pas écouter de la musique quand tu es à Abidjan. Là où, quand tu es en France et dans certains pays africains, tu peux faire une story avec de la musique intégrée dedans. Ici, oui. Tu ne peux pas. Mais quand tu vas dans le fond du truc, ils te disent que c'est parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Burida. Le Burida, qui est la société de droits d'auteur ivoirienne. Tu vois, et il y a cette problématique dans différents pays. Par exemple, je vais te prendre YouTube. YouTube ne monétise pas encore sur nos territoires. C'est-à-dire que tu vois des artistes avec 10, 15, 20, 30 millions de vues, mais ils gagnent pas un franc dessus. Parce que c'est pas encore monétisé. Pourquoi c'est monétisé? Au-delà de différentes soucis techniques, il remonte toujours cette information de « Ah, on n'a pas la maîtrise sur les droits d'auteur qui doivent être reversés aux artistes. » Donc, tu vois, quand tu as une major qui commence à éclore, tu vois qu'il y a des sociétés comme celle que je viens de te citer qui disent « Ah, si Universal, ils sont là-bas, il faut qu'on mette un œil dessus. » Et après, tu as des acteurs comme nous. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a créé avec mon ami Mambi Diomandé et d'autres amis à nous, on a créé ce qu'on appelle le CIMA, le Salon des industries de musique d'Afrique francophone. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une demande, mais parfois le demandeur ne sait pas à qui demander. Donc on crée une plateforme pour permettre aux acteurs africains, internationaux de se réunir et de se dire « Ok, toi je t'ai identifié, toi tu fais telle chose, toi tu fais telle chose. Ah, sur le territoire il y a telle chose. Donc on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Et surtout éduquer. Parce qu'il y a aussi un problème d'éducation. Il y a beaucoup de gens de cet environnement ici qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement de ce métier. Et au-delà de ça, en plus, pour ajouter, il y a aussi l'implication politique. Dans tous les autres territoires, il y a une implication à 200% du politique. Tu vois, nous on a eu la chance de passer sur une radio qui était, je dis la chance parce qu'on l'a senti dans notre économie, dans notre business que ça nous apportait, Skyrock. Mais Skyrock a eu une explosion
quand le ministre à l'époque de la Culture a permis l'ouverture des radios libres en masse. C'est une implication politique. Oui. Tu vois, on a besoin du politique en Afrique aussi, en Afrique francophone, pour réguler, pour des textes de loi, protéger les producteurs, protéger les artistes. Il n'y a pas de statut d'artiste en Afrique. Il y a un statut d'intermittent du spectacle en France, par exemple. Oui. Tu vois, c'est tout autant de choses qui font que, effectivement, parfois c'est au bonheur la chance quand tu es sur nos territoires, quand tu es indépendant, tu fais un truc, ok, t'as un impact et tu commences à avoir quelques bookings, mais c'est des gains dans quelque chose qui est informel. À partir du moment où tu formalises, où le producteur peut avoir une subvention, un producteur indépendant peut avoir une subvention pour produire et que ses droits sont aussi protégés, sont respectés, qu'on l'auteur-interprète sait que ses droits sont protégés, etc. Le compositeur, ça va loin parce qu'il y a plein de corps de métier dans notre environnement. Tu as l'ingénieur son, tu as le musicien. Tu vois, le pianiste, le clavier, le saxophoniste, tout ça. Tu as le réalisateur, tu as le cadreur, tu as tout ça. Mais il n'y a aucun statut. Aucun encadrement. Aucun encadrement. Tu vois. Et donc, pour revenir à ta question initiale, l'arrivée de ce genre d'entreprise, on doit comprendre que ça doit servir au développement de l'industrie. Oui. Après, c'est une histoire d'homme aussi. C'est pas parce que je dis ça que tout le monde s'entend et que tout ça marche du premier coup. Non, loin de là. On est en construction. On construit quelque chose. Donc, il faut le temps. Il faut aussi intégrer que c'est grâce aux erreurs qu'on va commettre, je vais dire parce que je fais partie de cet environnement, même si je suis pas à l'initiative de la création d'Universal, mais je suis arrivé au bout de la 3e année d'existence, mais je dis parce que je suis un acteur africain de cette industrie et c'est comme ça qu'on va arriver à rivaliser avec l'extérieur. Est-ce que tu penses aujourd'hui que se lancer dans une carrière musicale en Afrique est quelque chose de périlleux? Est-ce que c'est quelque chose que tu validerais pour un de tes enfants? En Afrique, hein? Parce que je me dis... Mais c'est pour ça... En fait, tellement galère. Je vais te répondre différemment. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Pour que ce ne soit plus périlleux. Rappelle-toi le foot. Je ne sais pas quel âge tu as. Moi, j'ai 37 ans. Ok. Mais tu as connu l'époque où le football n'avait pas le cadre que ça a aujourd'hui. Oui. Et ça fait longtemps que ça existe. Il y a encore des territoires ou des histoires où tu entends, c'est pas très cadré, mais il y a déjà quelque chose de plus... Oui. Tu vois, plus cadré, plus professionnel. Oui. Il y a 20 ans, il n'y a aucun parent qui aurait pu dire à son enfant, va à l'école de foot. Parce que je veux que tu deviennes un Drogba, un Eto'o, un Yaya Touré, un JJ Okocha. Ça n'existait pas. Oui. À force de travail, à force de réussite africaine, donc partie de l'Afrique vers l'extérieur, c'est ça qui a aussi changé les mentalités. Oui. Et c'est la même chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit des artistes qui vivent de leur musique. Des artistes même venus du continent africain. Ils vivent de leur musique. Mais ça pourrait être encore mieux. Aujourd'hui, il y a encore trop une image de c'est laborieux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça qu'il faut. C'est vraiment, il y a aussi une question de perception des gens. Oui. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui voient la musique comme quelque chose de mystique. Alors ça l'est, c'est mystique de par sa substance. La musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc il y a un côté mystique, l'inspiration, la bonne mélodie, ouais, c'est mystique, je ne peux pas te l'expliquer. Mais quand je parle de mystique, de la perception mystique des parents, c'est qu'ils se disent beaucoup, faut tremper dans quelque chose pour marcher. Tu vois, faut être dans telle secte pour marcher. Non. C'est du travail, c'est de l'encadrement, c'est de l'expertise, c'est de l'expérience, c'est plein de choses. C'est un métier à part entière. Moi, je me lève tous les matins, je suis un professionnel de la musique.
Quand je me lève tous les matins, j'ai un programme comme le banquier, comme le médecin. On n'a peut-être pas les mêmes impacts dans la société, mais on a les mêmes cadres de travail. Je réponds à une discipline, etc., etc. Donc, je suis un professionnel de la musique et on est plein de professionnels dans la musique. Sauf que il y a des choses qui ne sont pas encore aux normes. Et c'est ça veut dire que en plus de notre travail de producteur, on a ce travail de... Mais pourquoi beaucoup d'artistes en Afrique galèrent? Pourquoi beaucoup d'artistes... C'est-à-dire, moi, je vois des artistes faire des trucs, parfois, je me dis, mais c'est désolant quand même. Comme quoi, par exemple? Mais ils demandent de l'argent. Par exemple, je prends un cas de figure simple. Peut-être qu'il faudra encadrer ça aussi, mais quand il y a des décès, par exemple, ils se cotisent et encore, la personne ne vient cotiser. C'est pour ça que je te parlais du statut de l'artiste. Dans le statut de l'artiste, il y a sa cotisation, comme le travailleur normal. Oui. Sa retraite. Tu comprends ce que je veux dire? La cotisation pour la retraite. Une assurance vie, ce genre de choses. Ce genre de produits qui permettent à un artiste, quel qu'il soit, d'avoir quand même une bouée de sauvetage. C'est pour ça que c'est ça qui donne l'impression que c'est très laborieux. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Et dans l'absence de cadre, certains s'en sortent mieux. Oui, mais parce que après ça, c'est les règles de la nature. Mais ceux qui s'en sortent mieux doivent permettre justement de faire comprendre aux autres que déjà, c'est possible. Et ça doit être des exemples quand demain, on va s'asseoir avec un gouvernement et lui dire, OK, sur les territoires ivoiriens ou camerounais, voilà ce qu'il faut pour que le statut d'artiste soit de meilleure facture. Tu vois? Toi, à ton niveau, est-ce que tu discutes avec les autorités? Est-ce qu'elles entendent ce message ou alors c'est pas leur priorité? J'ai discuté avec certaines autorités au Cameroun. C'est vraiment une question de perception et de sensibilité, de compréhension. Alors, tu peux expliquer avec les meilleurs mots, mais la personne en face, elle n'est juste pas sensible et elle ne le voit pas comme toi, tu le vois parce que tu le vis. Et donc, ça t'oblige à continuer de laborer jusqu'à ce qu'il y ait un jour quelqu'un qui se dise, ouais, mais en fait, ça là, c'est déjà pour l'épanouissement de la jeunesse, c'est nécessaire. Mais aussi, sur un point de vue économique, c'est non négligeable. Tu vois, il y a des récents rapports qui sont sortis qui donnent comment dire, les revenus annuels sur les territoires africains. On est dans les 400 millions d'euros à peu près de revenus. Tu vois, si je ne m'abuse, tu vois. J'ai plus les chiffres justes en tête, mais on est dans ces ordres de prix-là. Les autorités ivoiriennes, elles sont à propos du truc. En tout cas, nous, on a pu le voir, comment dire, avec le CIMA. La CNPS, par exemple. Ils étaient partenaires du CIMA parce qu'ils ont compris qu'il fallait expliquer aux artistes, aux gens de ce milieu-là, qu'il était important de cotiser pour. Tu vois? Donc, il y a des autorités qui percutent. Il y en a d'autres qui sont plus lentes à la percussion, mais voilà, nous, tant qu'on est là, on va essayer de faire bouger les choses à notre manière. Alors, on n'est peut-être pas les meilleurs, on fait peut-être pas tout bien, mais au moins on a le mérite de faire. Est-ce que tu comprends quand même que Universal souffre d'une mauvaise réputation? Enfin, c'est un sentiment que j'ai, hein. C'est-à-dire quand je lis la documentation, quand j'écoute les gens parler d'Universal, il y a malheureusement toujours la connotation qui dit oui, mais eux, parfois on dit ils détruisent la carrière des artistes. Ouais. Je crois que j'avais entendu ça par rapport à un artiste camerounais. Je ne connais pas, je ne suis pas sûr de son nom. Je crois qu'il met des trucs dans les dents là. Qui est ténor. Ténor, voilà, c'est ça. Je crois que j'avais lu ça à une pause. Je crois qu'il y a une petite polémique là-dessus qui disait qu'Universal ne l'aide pas à se développer comme il faut. Ouais. Qu'est-ce qui justifie déjà ce genre de ressenti pour le public? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que il y a... Moi, quand je parle, par exemple, d'une major, en enlevant le fait qu'aujourd'hui je travaille dans une major, j'ai pas le même a priori que beaucoup d'artistes. Pourquoi? Parce que
je suis dedans, ça fait très longtemps. Et je comprends comment ça fonctionne. Je comprends comment ça fonctionne en tant qu'indépendant et je comprends comment ça fonctionne quand tu es en major. C'est vraiment des systèmes dans lesquels tu dois t'adapter. La major est un système dans lequel tu dois t'adapter. Ce sont des personnes. Qu'est-ce que le système ? Ce sont des personnes. Ce sont des personnes avec leur sensibilité, leur susceptibilité, avec leur savoir, leur connaissance ou pas du métier. Parce qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas suffisamment de connaissance du métier. Nul n'est parfait. Et tu collaborer avec ces personnes. L'arrivée d'Universal sur le continent, est-ce qu'elle s'est faite de la bonne manière? Est-ce que les personnes qui étaient là quand ça s'est lancé ont fait les choses comme il fallait? C'est un point d'interrogation. Je ne peux pas répondre à leur place puisque je n'étais pas là, vu que j'étais pas là, pardon. J'étais aussi un spectateur de la venue d'Universal sur le territoire. Je vais parler de moi quand je suis arrivé à la tête du label. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est qu'il y avait énormément d'attentes d'artistes et de producteurs de la maison de disques. Sauf que quand tu as été indépendant et que tu as réussi à créer ton économie, ton impact, tu ne dois pas arrêter de travailler parce que tu travailles avec la maison de disques. Ton travail doit être le même, si ce n'est 2 fois plus, parce que tu travailles avec des composantes inconnues qui n'étaient pas celles qui étaient dans ta première partie de carrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il faut savoir pourquoi tu signes. Qu'est-ce que tu recherches en signant? Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être en major. La major, ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des joueurs, c'est comme le foot, je vais te prendre un parallèle avec le foot. Il y a des joueurs qui sont faits pour le Real, le Barça. Il y a des joueurs qui sont juste faits pour Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain qui est un club prestigieux, mais il y a des clubs moins prestigieux. L'Olympique de Marseille? Non, c'est pas un club. Je suis parisien, mais si je te dis de l'Olympique de Marseille, je vais m'attirer les foules. Non, Marseille reste une grande équipe, tu vois, mais il y a des équipes de bas de tableau où tu as des joueurs qui resteront dans les équipes de bas de tableau. Ouais. C'est comme ça aussi. Ça veut dire qu'il faut accepter que l'équation... Tu penses que la major, c'est vraiment pour l'élite, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. C'est que c'est pour les esprits qui comprennent comment composer avec tout ce dont je viens de parler. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Il y a des artistes en major qui ne marchent pas, comme il y a des artistes en major qui cartonnent. Mais on parlera toujours des artistes qui ne marchent pas. Parce qu'on dira, la maison de disques a gâché la carrière. Non, c'est pas ça. Et la gestion de carrière, c'est aussi une relation d'homme. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes en face de moi qui ne comprennent pas ou qui sont irrespectueux ou qui sont cons ou qui sont, tu vois, ça arrive ça. Mais si en face de moi j'ai une personne qui me donne pas envie de mettre mes tripes dans son projet, bien évidemment ça va stagner. Lui il va le vivre comme une incapacité de ma part de vouloir le faire. Moi je vais le justifier en disant que ouais mais tu me donnes pas envie de travailler sur ton projet parce qu'il y a des problématiques qui sont souvent mis en avant, des critiques qui sont mis en avant concernant les producteurs, les maisons de disques, mais tu as rarement vu un producteur ou un gars de maison de disques venir expliquer les problématiques qu'il a avec... Et je sais qu'il y a des cas, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Même, ouais. Et comme on dit, c'est celui qui parle qui a raison. Ouais. Et celui qui se tait, il est présumé coupable. Ouais. Tu vois, donc c'est... Mais nous, on part du principe que... Mais prenons un cas de figure simple. Ouais. Je vais rester sur l'exemple de Ténor Carré. D'accord. Moi, je suis pas un grand fan de musique urbaine, donc je ne vais peut-être pas dire ce qui est le plus vrai. D'accord. Mais comme je dis, je lis quand même un tout petit peu avant de préparer, quand je reçois quelqu'un, ainsi de suite. Et je sais que pour Ténor, il était dit que depuis qu'il a basculé chez Universal, parce que je crois qu'il est, je sais pas s'il est encore. Il est en distribution maintenant. Okay, avant, il était en artiste exclu. Il avait un contrat d'exclusivité. Maintenant, il est en distribution. Donc, il s'autogère. Oui. Et tout ce qui sort, nous, on met juste sur les plateformes. Ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, c'est clairement, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais ce que je veux dire, c'est que les responsabilités... C'est un très gros talent. Oui, mais les responsabilités, elles sont partagées. Oui. Ténor, c'est un artiste jeune. Quand Ténor, il signe, je ne suis pas chez Universal. Je ne dis pas que si j'avais été chez Universal, ça aurait été différent, mais je dis je ne suis pas chez Universal. Mais de ce que je sais, c'est que lui, déjà, il est jeune. Comme je te dis, il y a des attentes, légitimes ou pas.
de l'artiste et de son entourage par rapport à la maison de disque. Il faut savoir aussi que dans la maison de disque, il y a mais quand tu dis il y a des ententes, c'est pas dans le contrat? Si, mais même si c'est dans le contrat, c'est normal que j'attende. Si c'est pas dans le contrat, on parle d'autre chose. Non. Tu peux avoir une entente dans le contrat. Ouais. Il y a plein de gens avec lesquels j'ai eu à signer qui avaient lu le contrat, mais qui attendaient autre chose. Oui, malheureusement. Tu peux donner un exemple? Pas forcément le nom de quelqu'un, mais le type d'attente qu'on peut avoir et qui n'est pas dans le contrat. Je t'ai parlé tout à l'heure du loyer. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Il y a des artistes qu'on a signés, que moi j'ai pu signer. Je ne parle même pas d'Universal, je te parle moi en tant qu'indépendant. Oui. J'ai signé des artistes. Le contrat, il était clair. Oui. C'est un contrat qui stipule un album avec mon engagement, mon obligation, c'est produire des clips, s'assurer d'avoir le master. Le master, c'est la production de l'album, mix, l'enregistrement, mix, mastering. Tout ce qui est pochette, tout ce qui est charte graphique autour du projet. Ça, ce sont mes engagements. Et de respecter tout ce qui a trait à la carrière de l'artiste, pas le dénigrer, etc. Ça, c'est le contrat que je fais signer. Mais à côté de ça, tu as le mec qui se dit « Ah, mais c'est Pete Bacardi, il a beaucoup d'argent. » Oui, comme d'habitude. Il a un problème de loyer. Oui, allô, boss, j'ai un problème de loyer, j'arrive pas à payer mon loyer. Oui, mais pour que tu payes ton loyer, il faut qu'on crée une économie pour que tu puisses savoir de quoi payer ton loyer. Et comment on crée cette économie? C'est il faut que tu ailles en studio, faire des hits, donc des chansons, parce qu'il y a faire des chansons et faire des hits. Ce qui te permet d'avoir des revenus, c'est si tu fais des hits. Donc, fais des hits qui vont passer à la radio, à la télé. Et là, on va avoir un impact suffisant pour qu'une marque, pour qu'un booker, pour qu'un telle ou telle personne nous appelle et qu'on puisse augmenter ta valeur marchande. Parce que quand tu signes un artiste pas connu, il n'a pas de valeur marchande. Oui, tu vas créer cette valeur. Tu vas créer cette valeur marchande. Ouais. Et la valeur que tu estimes qu'il a n'est pas celle que les gens peuvent estimer ou peuvent voir. Oui. Moi, je vais le voir, je vais écouter, je vais dire, ah ouais, lui, là, c'est un artiste qui peut chanter à Madison Square Garden. On va aller voir un producteur, on va lui dire, ouais, mais ça, là, ça peut aller à Madison Square Garden. Il va trironner. Ça a été le cas, moi, quand j'ai produit X-Malea. Moi, je viens du rap. X-Malea, c'est un mélange de musique bassa, de pop, de hip-hop, chanté en langue bassa. Tu t'imagines? Donc, ça veut dire, sur le papier, il n'y a rien qui prédit que Pete Bacardi avec X-Malea, ça peut donner une équation intéressante. Sauf qu'il y a quelque chose qui relève du mystique qui fait que moi, j'ai eu un feeling. Et j'ai cru en ce que j'ai eu comme feeling. Ah, mais il chante bien aussi. Tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent bien qui sont nulle part. Ça, c'est vrai aussi. On va peut-être en parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. Il y a cette équation-là qui était sur le papier. C'est-à-dire que mes propres amis et frères me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Déjà, la voix de Roger, le leader, le chanteur principal. Parce que moi, je suis très, très dans l'émotion. Tu vois? Et la voix qu'il avait, on te renvoyait une émotion de dingue. Mais en fait, ce n'est que ça qui m'a fait. Et l'énergie que les trois avaient aussi, hein, bien sûr, et les chansons que j'ai entendues d'eux, c'est ça qui a fait que je me suis dit, ok, j'y vais. Mais si tu me demandes de t'expliquer pourquoi je mets 10 millions, 20 millions, 30 millions, je ne peux pas te l'expliquer avec des mots. Parce que ce n'est pas palpable. C'est pas un mec... le foot, c'est déjà plus palpable. C'est une sélection naturelle, le physique, la force, il court vite. La musique, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit tu ressens, soit tu sens pas. Le même X-Malea, tu vas les trouver bons au quartier. Mais s'il n'y a pas quelque chose autour qui fait en sorte que ça explose, tu vas juste dire, ah ouais, eux, au quartier, là, il y a de bons mecs. Mais ce qu'ils sont devenus fait que ça devient, ah waouh. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une histoire on se dit, c'est évident de les signer. Mais ça, c'est après. Ça, c'est après. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour revenir à ta question concernant les attentes, je te parlais de... On était avec Ténor. On était avec Ténor. Je te prenais un parallèle. Oui, l'exemple. Okay. Ouais, je te prenais un parallèle en disant que il y a des artistes que j'ai signés qui attendaient que tu leur payes le loyer. Que je paye le loyer. Et donc, je leur expliquais qu'il fallait créer une économie. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et ils disaient non. Nous, on est chez Empire Company, on est avec Pete, on ne doit pas galérer. Parce que les mecs, quand ils rentrent au quartier ou certains membres de la famille leur disent, ouais, mais non, tu es avec ce mec-là, normalement, tu ne dois pas galérer. Mais ce n'est pas comme ça. Quand tu commences à bosser
C'est ton premier contrat de travail. OK? Tu signes, on va dire, dans une banque. Mais est-ce que en milieu de mois, tu vas aller voir ton patron en lui disant « Monsieur, j'ai plus d'argent de taxi, donnez-moi de l'argent pour que je puisse payer mon taxi » ou « j'arrive pas à payer mon loyer, je viens tous les jours. » Certains se permettent ce genre de demande, mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Mais comme ça, autant ça n'a pas de sens dans une banque, dans un hôpital, dans un ministère. Tu vois ce que je veux dire? Dans une boulangerie, ça n'a pas de sens dans la musique. Mais la différence, c'est que il y a des producteurs qui acceptent de payer le loyer. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si mon artiste est dans les meilleures conditions, il va me fournir la meilleure prestation. Donc, ce qui est exceptionnel, devient normal chez l'artiste. Une règle, oui. Sauf que ça relève de l'exceptionnel et du hors contrat. Et quand il y a un problème, l'artiste ne dit pas que, ouais, le producteur, là, voilà notre contrat, mais voilà ce qu'il a fait pour moi. Il a été au-delà du contrat. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça qui a fait en sorte que... Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Donc, c'est dans ça qu'il faut qu'il y ait du recul. Je le dis aujourd'hui, il y a pas beaucoup, comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui viennent et qui parlent de ça, parce que je trouve même pas que ce soit intéressant. Je trouve pas que c'est intéressant de venir parler de manière publique de quelque chose qui relève du confidentiel. Oui, après, je pense que là, c'est un cas particulier. Tu n'as pas répondu à chaud, parce que je crois que l'épisode dont on parle maintenant date quand même de quelques temps. Ouais. Mais pour moi, c'est un rôle éducatif. Mais en fait, c'est ce que je ne cesse de te dire. Je te dis que dans toutes les problématiques soulevées, il y a des responsabilités de tout le monde. Et de l'artiste, et de son entourage, et des majors, et de ceci, parce qu'on est en train de construire quelque chose. Dans 15 ans, on n'aura plus ces problématiques. Parce que même les composantes des maisons de disques, il y a très peu de personnes qui avaient une expertise en tout ce qui est gestion de carrière et d'environnement musical. Donc les mecs qui étaient dans les maisons de disques, c'était des mecs qui étaient en formation au moment où la maison de disques naissait. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, alors, dans le feu de l'action, on n'entend pas ça. Que ouais, mais le mec, il vient d'arriver, il a 1 an d'expérience, on n'entend pas, parce qu'on part du principe, à juste titre, que c'est Universal, donc il doit avoir des gens qui ont déjà... Normalement, oui. La bouteille, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sauf qu'il faut prendre chaque chose avec son environnement et son contexte et sa réalité. Les composantes aujourd'hui d'Universal, ce sont des personnes passionnées, qui ont fait des études qui n'ont rien à voir avec la musique ou ce qui a trait au droit d'auteur. Ce sont des personnes passionnées qui ont accepté de sacrifier, je ne veux pas dire leur vie, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, mais de se sacrifier pour se mettre au service de ça. Et il faut accepter que ça prenne du temps, que ça ait pris du temps. Mais aujourd'hui, les choses, elles sont... de mon point de vue, évolutives. Tu vois, elles sont évolutives. Il y a un truc, par exemple, pour que tu comprennes. Il y a beaucoup d'artistes qui signent des contrats sans conseil. Moi, quand je te fais signer un contrat, c'est dans mon intérêt. Si c'est moi qui suis à la base du contrat, c'est dans mon intérêt. Ça, c'est la chose normale. Et c'est pas que dans la musique, c'est partout. Si je te propose un contrat, c'est parce que dans ce que j'ai mis, il va de mon intérêt. Mais c'est pas parce qu'il y va de mon intérêt que pour utiliser le terme qu'on utilise souvent, que je te douille, que je te la fais à l'envers. Non. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, à toi de lire la proposition. C'est comme aujourd'hui, quand tu m'appelles. Tu me dis, oui, Pete, j'aimerais... on va te prendre un truc très basique. Pete, j'aimerais une interview de toi. D'accord. C'est une interview de combien de temps? 2 heures. Non, moi, Philippe, j'aimerais bien que ce soit 1 heure parce que j'ai pas... Ouais. C'est un échange. Tout à fait. C'est pas quand j'arrive, alors que tu m'as dit au préalable, c'est 2 heures. On s'est entendu sur 2 heures. Et sur le coup, je te dis, ouais, ben non, mais 2 heures, c'est trop, en fait. Non, on s'est entendu. Tu le découvres pas que c'est 2 heures. Oui. Je te l'ai dit au préalable. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ne pas savoir comment les choses se passent. Certains diront, ouais, mais c'est facile pour toi.
Et il faut éduquer. Donc oui, ça, d'accord, j'accepte ça. C'est pour ça aujourd'hui qu'on éduque. Et qu'on dit que les gars, quand tu signes un contrat et quand tu fais du business, essaie de mettre de côté l'émotion et la prestation froide de ce qu'on te propose. Parce que habituellement, quand tu signes un contrat, c'est très... et ça, je peux le comprendre, c'est très... Ah ouais, nouvelle rencontre, il y a un kiff là, il y a une flamme là qui fait que, tu vois, on est bien. Donc, à ce moment-là, on ne pense pas au problème. On est moins vigilant, oui. Non, c'est même pas une question de vigilance, je pense. C'est qu'on ne pense pas au problème. Oui, le jour où ça va, oui. Quand tu commences avec une meuf, ouais, tu penses pas au divorce. Tu penses pas au divorce. Quoique maintenant. Non. Mais oui. Les choses se faisant et les exemples se montrant, oui. Aujourd'hui, quand tu commences une histoire, tu anticipes déjà la séparation. Tout à fait. C'est bien, c'est pas bien, on n'en sait rien, mais c'est la société actuelle. Et c'est la même chose quand tu commences un deal. Tu sais pas, tu es dans le kiff, tu viens de rencontrer l'artiste, ah t'es chaud, machin, l'artiste il vient de rencontrer le producteur, ah lui, il me parle bien, le cadre qu'il met, c'est bien, on ne pense pas au problème. Ouais. Je vois que tu réponds beaucoup de manière générale. Je veux bien que tu me répondes pour le cas ténor. Non, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous ne soyez plus ensemble? Ça reste, enfin j'imagine que c'est peut-être une déception pour toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Oui, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, mais en fait, en fait, quand tu dis pour moi, je veux pas personnaliser le truc. Ok. C'est pas personnel. Okay. C'est une mésentente avec Universal. Quand bien même je serais une composante d'Universal, c'est une mésentente avec. Ce que je te demande, c'est de m'expliquer pourquoi entre Universal et Ténor, ça n'a pas marché. Je ne parle pas de toi. Ah, d'accord. C'est pas personnel. Ben, ça n'a pas marché. C'est tout. Je te parle de manière générale, parce que je ne veux pas, moi, je ne vais pas dire. Il s'est passé ça tel jour, et donc lui, Ténor a fait ça, nous on a réagi comme ça, ou nous on a fait ça, Ténor a réagi. Mais tu sais qu'aujourd'hui, même des institutions comme le PSG et autres communiquent. Hein. Oui, tel joueur a fait ci, tel... Tu peux dire quand même. De souvenirs. Comme je t'ai dit, c'est parce que j'étais pas à la base. Oui. Quand moi j'arrive, déjà, vu que tu veux qu'on rentre dans les détails, quand j'arrive, moi, je discute avec tous les artistes. Et tous les artistes disent à peu près la même chose. On ne sait pas où on va et l'argent. C'est souvent un problème d'argent. Lequel? Alors que dans le contrat, normalement, j'imagine, parce que c'est ce que moi j'ai découvert avec Suspect 95, à la signature, ils reçoivent une avance. Ça dépend du compte. C'est pas tous les artistes. C'est pas systématique. Okay. Parce que le principe d'avance, c'est une chose très simple. Ça veut dire que tu as les avances, relatives aux royalties. Oui. Et tu as les avances relatives au brand ou au live. C'est-à-dire qu'on peut te donner, si je te donne 10 millions relatifs aux avances royalties, il faudrait que tu génères 10 millions. Non, il faudrait que tu génères 20 millions pour pouvoir me rembourser mes 10 millions et que tu puisses commencer à toucher quelque chose. Okay. Tant que tu ne m'as pas remboursé mes 10 millions, tu ne touches pas d'argent. Parce que je t'ai donné une avance. C'est une avance. Okay. C'est une avance. Okay. L'argent que les artistes perçoivent, ce sont des avances. Okay. Je sais qu'il y avait eu, par exemple, ce cas au niveau des royalties. C'est-à-dire que les mecs qui reçoivent le royalties, il n'y a rien. Mais il n'y a rien parce que tu n'as pas encore remboursé les avances. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Tant que tu n'as pas remboursé les avances, bien sûr. Mais il n'y a aucune obligation du producteur de te redonner de l'argent. Parce que l'argent qu'on te donne ne sont que des avances. Oui. Et moi, aujourd'hui, en tant que producteur même, je déconseille aux artistes de prendre des avances. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est humain. Je prends des avances en juin. Hein? Tu me donnes 5 millions d'avance. Ces 5 millions d'avance, ça finit en juillet, j'ai plus d'argent. J'enregistre mon album en juillet. Je fais la promo, je le sors en août. Je fais de la promo en septembre. Je fais pas mal de choses. Quand mon relevé de royalties arrive, je suis à moins. Donc, je n'ai pas d'argent. Ouais, ça met mal. Instinctivement, oui. En tant qu'humain, tu dis, ouais, mais j'ai fait tout ça, il y a un problème. Ouais. Il y a déjà un déséquilibre. Parce qu'à ce moment-là, tu oublies que tu as pris une avance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est souvent ce genre de choses qui font que
c'est compliqué. Tu ne me feras pas entrer dans les détails. Ouais, c'est dommage parce que... mais alors, c'est quoi tes plus grosses déceptions depuis que tu es à ce poste? C'est-à-dire des artistes qui, tu te dis, de part et d'autre, hein, on n'a pas géré ça comme il fallait et malheureusement, ça n'a pas pris... Moi, j'ai pas de déception, j'ai que des leçons. Ok. Avec qui tu as appris alors? J'ai appris avec tous. Ouais. Quand je bosse avec X-Malaya et qu'ils partent, j'apprends. Pourquoi ils sont partis? Ils sont partis pareil parce qu'il y a un moment donné où ils considèrent que les revenus qu'ils ont ne sont pas à la hauteur de ce que eux peuvent avoir. Ça, c'est mon point de vue. Tu parleras avec eux, ils te diront sûrement autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais de mon point de vue, c'est... Mais est-ce qu'il n'y a pas une transparence là-dedans? Il peut, en fait... Je sais pas comment expliquer ça. Parce que quand ils gagnent de l'argent, ils savent combien ils ont gagné. Oui, mais... Enfin, combien ils ont généré. Il y a ce que tu gagnes et il y a ce que tu penses que tu dois gagner. C'est deux choses différentes. Mais c'est lié à un contrat, non? Mais ce que tu dis, c'est la logique. Donc, je répète, c'est lié à un contrat. Donc, la logique, quelle est la logique? Il y a 1 million. Que dit le contrat? Il y a 1 million. Oui. Moi, le producteur, j'ai 70. Toi, tu as 30. Oui. Donc, si on prend 70 d'1 million, c'est combien? 700 000. 700 000. Si on prend 30% d'1 million, c'est combien? 300 000. Oui. OK. Donc, moi, et ça là, c'est souvent ce qui est source de problème. Ça veut dire que l'artiste, à un moment donné, estime déjà qu'il ne touche pas assez et il estime que toi, tu n'as pas récupéré ton argent. Ah. Ça, c'est des choses que j'ai vécues avec la majeure partie de mes artistes. Dès qu'il y a un gros cachet qui rentre et qu'on fait le split, ouais, mais non, mais pourquoi toi, tu prends ça? Mais c'est le contrat. Toute personne, non, même pas. Toute personne qui investit récupère son argent. Bien sûr. Pourquoi moi, je ne récupérerais pas? Et quand moi, je récupère, c'est que je t'escroque. Ouais. Non. Il y a un contrat qui nous lie. Et je vais même te dire, on n'a pas tout le temps respecté le contrat dans le sens où on a fait beaucoup de concessions en fonction de l'environnement. Il y a des moments où on devait toucher un pourcentage, on ne touchait pas, on laissait à l'artiste. Par exemple, il y a 500 000 francs de cachet. Si je dois prendre 300 000 francs, il reste 200 000 francs et que l'artiste, il est à ce moment-là, il est dans une problématique. Je lui donne les 500 000 francs. Mais ça, il ne le dira jamais. Il va retenir un moment où peut-être on a eu un truc qu'il a estimé être bizarre. C'est sur ça qu'il va mettre le doigt. Mais nombre de fois où on a eu à prendre sur nous. Je vais t'expliquer, moi, mon modèle économique chez Empire. Parce que les artistes ne généraient pas suffisamment d'argent en stream. Donc, j'ai créé une économie qui me permettait de produire. Mais moi, pour subvenir aux besoins de la société, aux miens, j'ai créé une société de com. Donc, il y a ma société qui faisait aussi des événements, des concerts et des événements pour les entreprises. C'est comme ça que je gagnais mon argent. Je n'ai pas gagné d'argent véritablement avec les artistes que j'ai produits. Parce que, ce que je disais au départ, c'est très compliqué pour un indépendant et même pour une major aujourd'hui de gagner de l'argent parce que il y a plein de boîtes de nuit, de maquis, de trucs comme ça, de snacks où la musique passe. Mais est-ce que tu sais que quand la musique passe comme ça, il y a de l'argent qui doit être versé? Oui, normalement, oui, bien sûr. Tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure, que rien n'est régulé? Oui. Donc, tu as un artiste qui passe 1001 fois. Soir, oui. Mais il n'y a pas d'argent autour de ça. Et l'artiste, lui, il sait que la seule personne qui doit lui donner de l'argent, c'est son producteur. Donc toi, tu te retrouves dans un truc où tu es la solution, mais tu es aussi le problème. Oui. Parce que sa seule source de revenus, c'est toi. Et donc, quand il y a un partage de revenus, ça crée une frustration qui emmène à une interprétation d'eux. Tu comprends? Donc, oui. Si tu veux, on est tous au même niveau victimes de l'environnement qui est le nôtre. Un environnement qui n'est pas structuré. Réussir demande d'oser. Après l'admission de mon fils, Studeli nous accompagne à chaque étape de son projet d'études en France. Caution bancaire pour visa étudiant, logement en France, financement du projet d'études. Une fois en France,
Il reçoit ses virements mensuels à temps et peut étudier en toute sérénité. Pour la réussite des études de mon fils en France, je choisis Studeli. Explique-moi, pourquoi est-ce que, par exemple, avec Suspect, il disait que il partage avec son producteur, je ne vais pas dire tout, avec Universal, tout ce qu'il gagne. C'est-à-dire que même quand il a ses petits gombos, mais quand il a des prestations, quand il est invité en concert, quand il est invité... Ok, mais pourquoi aller prendre ça chez l'artiste? Et parce que, pourquoi ne pas se focaliser sur la musique? C'est-à-dire s'il a un deal avec une grande marque... Parce que les contrats aujourd'hui, ils sont à 360 degrés. Les contrats, ils sont faits en fonction des sources de revenus qu'il y a en face. Ok, parce que tu parles du principe que si le stream ne donne pas assez... Chaque territoire a une législation en fonction de ses réalités. Ouais. Les contrats qu'on fait ici, est-ce que ce sont les mêmes contrats faits en France? Je ne pense pas. Est-ce que les contrats faits ici seront acceptés par les artistes en France ou aux États-Unis? Je ne pense pas. Mais c'est un environnement différent. C'est un environnement différent. C'est-à-dire que nous, dans notre environnement, on est obligé d'inclure dans le deal un pourcentage sur les revenus concerts et un pourcentage sur les revenus brand. Parce que là, au moins, on est sûr. Sur le streaming, on n'est pas encore sûr. C'est aléatoire. Tu as des artistes qui font des scores intéressants, mais par rapport à l'investissement, c'est pas, tu vois, il n'y a aucune équivalence. Donc, tu te rattrapes sur le live, le brand. Ça veut donc dire, de ce que je comprends ici, que beaucoup d'artistes ne sont pas contents avec toi, en fait, parce que j'imagine qu'ils ne font pas la nuance. La majeure partie des artistes ne sont pas contents. Et comment tu gères ça? Toi qui as été artiste. Mais tu es obligé de gérer, mon frère. Tu es obligé de gérer. Tu es obligé de gérer jusqu'à ce que... Tu as le rôle du méchant. Oui, ça, tu sais, j'en parlais avec un ami, je lui ai dit, ça c'est un rôle qu'on accepte malgré nous. Tu t'y attendais en venant là-dedans? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Bon, parce que moi-même, j'ai été artiste. C'est ça, oui. Moi-même, j'ai été artiste. Ce que je dis là aujourd'hui, à une échelle différente, avec un contexte différent, je l'ai fait. Moi, je me suis retrouvé en face de mes producteurs en disant, j'ai besoin de 500 000 francs d'avance. Tout ce qui se passe là autour de Pete Bacardi, c'est de mon fait. Donc, je veux mes 500 000 francs à l'époque du franc. Ouais. Mais si tu parles à mes producteurs de l'époque, ils vont te tenir le même discours que je te tiens aujourd'hui. Qu'on a tout fait pour le mec, il voit que ça, il voit que le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu vois? Ouais. C'est la même chose. Ça, c'est l'histoire de la musique. C'est l'histoire de la musique, ce genre de problématiques. Parce que sont mêlés émotion et business. Ouais. Et au final, en fait, c'est ce que tu dis. Au final, c'est toujours le producteur qui a le mauvais rôle. Toujours. Enfin, c'est dans tout, parce que je pense encore à la boxe. Le mec qui avait la longue barbe là, qui produisait, je crois que c'était Mike Tyson. Ouais, Don King. Don King. Lui aussi, il avait la mauvaise réputation. Ça a toujours été, en fait... Ça a toujours été... Après, malheureusement, il y a aussi des gens véreux. Oui, bien sûr. Il y a des gens malhonnêtes, oui. Comme partout, comme dans le foot, comme il y a des médecins qui sont malhonnêtes. Oui. Tu as des restaurateurs qui sont malhonnêtes. Oui. Ça existe partout. Tu vois, c'est le propre même de la nature humaine. Mais personne ne part. Quand tu es de bonne moralité, personne ne part avec l'intention de nuire à l'autre. Oui. On se retrouve face à des situations qu'on doit gérer les uns et les autres. Et il faut avoir la maturité, le recul nécessaire pour comprendre que s'il y a un problème, ça ne peut pas être unilatéral. Il y a obligatoirement une responsabilité, aussi infime qu'elle soit d'un côté, et plus grande chez l'autre, et vice-versa. Mais il y a obligatoirement une responsabilité de deux parties. Alors, par exemple, moi, je t'ai vu la dernière fois au lancement de l'album de Suspect. Jusque-là, je sors très peu, de toutes les façons. J'étais très content de te voir là-bas pour la toute première fois de ma vie en face. Mais après, dans ma réflexion, je me suis dit, OK, d'accord, ils sont vraiment proches. Ils sont côte à côte, ils travaillent ensemble. Mais est-ce que ça, c'est pas ce qui se passe parce que l'artiste, il est liquide, c'est-à-dire qu'il est dans son prime, il gagne beaucoup d'argent, et donc forcément, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les tensions ne viennent pas quand l'artiste ne génère pas assez d'argent? C'est un ensemble de choses. Ok. Parce que parfois même l'artiste génère, mais il y a des problèmes. Tu vois, parce qu'il va estimer qu'il mérite plus, parce qu'il va estimer qu'on fait plus assez attention à lui. Et tu as d'autres artistes qui sont frustrés parce qu'ils disent on met seulement sur les autres. Et c'est vraiment une équation très complexe.
Par exemple, quand tu prends un artiste en développement, tu lui demandes d'avoir des chansons qui vont lui permettre d'impacter. Il fait des chansons, ça n'impacte pas. Donc, ça n'avance pas. Mais lui, il va reprocher à son producteur de ne pas mettre suffisamment de moyens pour promouvoir sa musique. La meilleure promo d'une chanson, c'est la chanson en elle-même. C'est-à-dire que tu as des chansons où tu n'as pas besoin de mettre un franc symbolique. La chanson, elle fait le job tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, tu habilles la chose parce que tu construis un environnement, tu construis un univers autour de l'artiste ou du projet. Ouais. Mais ça, là, il faut que l'artiste, il accepte il accepte de comprendre ça. Quand tu lui dis non, va en studio, change ci, change ça. Change ce que tu as l'habitude de faire pour donner ci ou ça. Oui. L'album de Suspect, on l'a travaillé pendant, je crois, 2 ans et demi. Il a eu un drame dans sa vie qui a fait que ça, là, on ne pouvait rien y faire. Ça, c'est la nature qui a imposé ça. Mais au-delà de ça, je vais compter 2 bonnes années. Le Suspect de Mercon n'est pas le Suspect de l'album. Pourquoi? Parce que le Suspect de Mercon, donc il vient avec cette énergie de titre marche. Et maintenant, il faut sortir de la logique du single et rentrer dans la logique d'album. C'est un tout autre travail. Oui. L'intelligence du Suspect, c'est qu'il s'assoit et il accepte de faire confiance à ses équipes. Donc moi, Mambi, Franck, Chérif, Yasmina, Loïc, Cash, Doji, toutes les composantes aujourd'hui d'Universal. Il accepte de faire confiance. Et à partir du moment où il accepte de faire confiance, il accepte d'intégrer dans son processus de création des inputs qui sont le fruit de notre inspiration, pas de la sienne, mais qui sont le fruit de notre inspiration. Donc il accepte de composer et donc de changer ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc il sort de sa zone de confort. Mais est-ce que l'équation, elle est erronée quand on voit le résultat final? Bon, enfin, je ne sais pas voir la différence, mais oui, c'est un succès. Il y a une différence. Oui. Il y a une différence, c'est-à-dire qu'au niveau même, lui, de sa posture... Mais vous ne dénaturez pas l'artiste? Non. Alors, toi, ça va parce qu'on va dire que tu as une vraie expérience qui fait que... Oui. On ne dénature pas l'artiste parce que l'artiste ne fait que ce qu'il est à même de pouvoir assumer. Parce que toutes les idées ne sont pas bonnes. Ce que je pense comme idée pour lui ne peut être une idée qui est faite peut être une idée qui est néfaste pour Suspect et bénéfique pour un autre artiste. Tu vois? Oui. Donc, je vais donner une idée à Singila. Ça va marcher chez Singila. La même idée, je vais la donner à Toufan, ça ne marchera pas. Tu vois? Oui. Par exemple, Toufan. Vous êtes toujours ensemble? Ouais, on a un dernier album ensemble. Le morceau, c'est pas normal. Oui. Ça sort chez Universal. Oui. Est-ce que tu as entendu des gens dire « Ouais, ça cartonne, c'est grâce à Universal ». Non. Si ça avait échoué, ils allaient dire « Universal est en train de niquer la carrière de Toufan ». De Toufan, oui. Mais moi, je parle avec Barabas. Oui. On peut se parler 7 fois par semaine, 10 fois par semaine. Ouais. Et le succès de ce titre-là, c'est parce qu'on a cette relation-là aussi. Ouais. Parce qu'il accepte que je lui dise « Frangin, tu vois là, le timing, ça, si, ça. Je ne peux pas lui apprendre à chanter. Je ne peux pas apprendre à Masta, son gars, à chanter ou à lui de faire. Non, je ne leur apprends pas à chanter. Je leur propose un cadre que je pense être le plus à même de faire exploser la chanson. Et quand ça ne marche pas, là, il faut qu'on accepte ensemble que ça n'a pas marché. Mais sur 99,99% des fois, quand ça ne marche pas, ouais, mais c'est mon producteur qui a fait ci, qui n'a pas fait ça. Ah, c'est mon producteur qui m'a douillé dans le contrat et qui m'a fait ci. Tu vois? Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas propre que à Universal avec les artistes. C'est propre à beaucoup de gens de cet univers. Qu'est-ce qui explique que... je prends un cas de figure simple. Loco. Ouais. Moi, j'ai vu les mêmes reproches qui ont été faits. C'est-à-dire que Loco... Tu veux me faire rentrer dans les Non, détails. mais oui, parce que, par exemple, Loco, il y a eu une vraie évolution dans sa musique. Ouais.
C'est-à-dire que si c'est, enfin, je ne suis pas tout non plus, mais je sais qu'il y a le loco très dans des rythmes très très traditionnels. C'est-à-dire que tu ressentais une vraie influence sawa camerounaise dans ces chants. Et puis après, beaucoup plus international maintenant. C'est-à-dire beaucoup plus. Tu sens que c'est plus peut-être plus travail, je sais pas, mais en tout cas c'est plus local. C'est plus le public local. Et là, enfin quand je vois les vues, hein, je vois que le nouveau c'est peut-être plus de travail, tout ce que tu veux, mais. Et de l'autre côté, boum. De ta perception, c'est parce qu'il était chez Universal. De ce que tu viens de me dire. Non, moi, fais abstraction de ce que je viens de te dire. De ta perception, c'est parce qu'il était chez Universal. De ma perception, c'est parce que... Non. Avant cette discussion, non. D'accord. De ma perception, je me suis dit, c'est parce qu'il veut prendre des risques. Tout simplement. Oui. Tu vois ce que tu viens de dire là? Oui. C'est tout simplement ça. Il y a une chose. On n'impose à aucun artiste une sortie, une direction, une décision. C'est impossible. C'est physiquement, intellectuellement, techniquement impossible d'imposer quoi que ce soit. On discute. Et pourtant, on a des contrats qui pourraient nous donner la légitimité d'imposer. Ouais. Mais on n'impose à personne. On n'impose à personne. Il y a des artistes qui sont levés, qui ont pris de leur argent, qui ont fait des choses, des clips, et nous ont envoyé des factures en disant c'est ce que je veux sortir. On a pris les factures, on a payé, on a sorti. C'est parce que le contrat dit ça. C'est pas ce que le contrat dit, mais comme je ne cesse de te répéter. J'ai compris. La complexité de notre métier, c'est ça. C'est que c'est aussi le feeling. Et le feeling, tu peux pas l'écrire sur un contrat. Ouais. Si mon contrat dit c'est un album et sur chaque album 4 clips, et qu'au bout du 4e clip, tu m'emmènes une chanson qui est extraordinaire, je m'arrête sur le contrat? Non. Je te suis. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est ça en fait. Si tu veux, il y a le formel, l'informel, le palpable, le non palpable. C'est toute cette addition de choses qui représentent notre environnement. Et c'est avec ça qu'on doit composer tous les jours. Alors, tu as ceux qui ont la sagesse. Je ne vais pas parler d'humilité, mais la sagesse, la grandeur d'esprit de reconnaître l'implication aussi du producteur de la maison de disques. Et tu as ceux qui veulent juste fermer les 2 yeux et les 2 oreilles en disant « Ouais, mais eux, ils font rien, eux. C'est nous qui faisons tout. » Même si on fait 5%. Tu peux avoir 95%, il te manque 5% pour faire 100%. Ouais. Et donc, ces 5%, tu comprends qu'ils ont une valeur. Ouais. Donc, c'est juste ça. Tu penses que les artistes sont ingrats? Je te dis que, quand je dis ça, là, je plus sois. Moi-même, j'ai été artiste. Moi-même, j'ai été ingrat. Ouais. Je parlais un jour avec Edgar Yonke. Il me dit, mais Pete, notre métier, c'est que quand on signe, on doit accepter que l'artiste va nous lâcher parce qu'ils sont ingrats. Ils sont comme ça. On est comme ça. Oui, c'est ça, parce que tu es encore toi-même artiste, tu vois, c'est artiste à vie. C'est ingrat, ouais. Mais c'est pas juste. Oui. On en rigole là, mais c'est pas juste. Oui, c'est pas juste parce qu'il y a des personnes en face qui travaillent, bien sûr, qui font des nuits blanches, qui réfléchissent. Tu vas peut-être estimer que c'est pas les meilleures personnes qui travaillent sur ton projet, mais c'est des personnes qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour ton projet. C'est qui tes pépites aujourd'hui au Cameroun? Sissoul. Ok. Eric. Là, tu parles de ce sont des gens des artistes, c'est ça? Ouais. Ok, je t'avoue que je ne connais pas. Ouais. Mais ok, d'accord. Ouais. Ok. Et ce sont des gens en devenir alors, j'imagine. Des gens en devenir, ouais. Ok. Il y a. Là, ce sont des exclus? Des exclus, c'est-à-dire? Tu as dit que tu signais des contrats en exclusivité. Sissoul, ouais, Sissoul, c'est exclu. Okay. Eric, non, c'est de la licence. Tu es toujours avec Loco? Non. Loco, il est chez Sony maintenant. D'accord. Tu vois, c'est très intéressant. Au début, quand Sony est arrivé, enfin non, quand Universal est arrivé, c'était la razzia. Tout le monde, c'était pas toi, hein, mais ouais. Tout le monde est arrivé vers vous, avec, ouais. Comme tu l'as dit, avec beaucoup d'attentes. Ouais. Et au bout d'un certain temps, certains sont partis, certains sont allés chez la concurrence, ouais. D'autres se sont mis en indépendant. Toi, qui apprends, qui tire des leçons en tant ouais. Que business manager, qu'est-ce que ça t'apprend, ça? Quoi? Tous ces départs. C'est la nature des choses. On est emmené à se séparer quoi qu'il arrive. Donc, je le prends de manière très froide. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas à ton niveau une remise en question en se disant si on avait mieux communiqué sur ceci, si on avait été plus rigoureux sur cela, si on n'avait pas... Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ouais. Tu vois?
Donc, tu peux toujours revoir l'équation 1001 fois. C'est comme je te dis, moi, je te répète, hein, on construit quelque chose. On construit l'environnement, on construit l'industrie, on éduque. On est en construction. C'est comme l'éducation de ton enfant. De 0 à 9 ans, c'est un casse-tête. À 10 ans, il commence à avoir un soupçon de compréhension de ce que le parent veut lui inculquer. De 10 à 15, c'est un préado, malgré c'est compliqué. Entre 20 et 25 ans, le mec, il commence à se dire, ou la meuf, elle commence à se dire, ok, ouais, je comprends. Quand j'ai moi-même mon propre appartement, oui. Mes charges. Quand moi-même j'ai mes propres charges, je comprends ce que mes parents me disaient. Mais on est dans ça, en fait. On n'a pas raison sur tout. Mais on n'a pas tort tout le temps. Ça, c'est faux, ça. C'est vraiment une comment dire, une appréciation des choses. Tu vois, c'est vrai que ce serait plus simple. Tout à l'heure, tu m'as parlé du cas ténor ou le cas locaux. Si je rentrais dans les détails, mais qu'est-ce que ça ferait? Ça ne ferait que alimenter des discussions encore sur les réseaux sociaux. Et quand je regarde ton émission, je ne pense pas que ce soit ça le but. Ouais. Le but, c'est plus de dire, d'expliquer les environnements qui sont les nôtres et d'y apporter de la lumière quand il y a des zones d'ombre ou d'apporter de l'éducation quand il y a des gens qui sont ouverts à apprendre quelque chose, tu vois. Tu as dit, on a bien compris, mais du côté de la maison, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu as dit, par exemple, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites de part et d'autre. Ouais. Mais à ton niveau, toi, qu'est-ce que tu penses que Universal a appris aussi de ça? À part le fait que c'est le balbutiement, mais qu'est-ce que tu penses? Tu te dis, ok, ça on a appris, on s'est amélioré ou on a évolué dessus? Déjà dépassionner certaines décisions. Ok. Dépassionné, ça veut dire vraiment prendre les choses avec du recul. Ouais. Parce que parfois, on personnalise. On personnalise parce qu'on a une implication personnelle aussi sur les projets. Tu vois. Mais quand on se rend compte que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets, ce sont les mêmes fins, on comprend en fait que c'est comment dire, je ne vais pas dire que c'est le cursus normal, mais que c'est un cursus qui est répétitif. Donc, il faut s'attendre à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, en ironisant, en disant que quand tu dragues une meuf, tu t'attends à la rupture. À la rupture. Ouais. Donc aujourd'hui, on se dit, bon, quand on travaille avec, on sait qu'il y a un moment donné, il y aura un problème et ça va se séparer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'expérience. Aujourd'hui, les équipes, elles ont plus d'expérience. Oui. Ça, c'est factuel. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est factuel. La machine n'est plus rodée. Ouais, c'est factuel. Parce qu'il y a on se retrouve souvent à parler même entre nous. En se disant, ah ouais, sur tel projet, ouais, c'est vrai qu'on a manqué de ça parce que, ouais, mais on ne savait pas que c'était si. Moi, j'ai l'expérience. Mais mon management n'est pas un management de dictature. Où je viens en disant, je suis Pete Bacardi, je maîtrise, fais ça, fais ci, fais ça, sinon tu dégages. Non. Mon management, c'est laisser chaque personne grandir avec les erreurs qu'elle va faire. Et moi, je suis comme une sorte de coussin. Ça veut dire que quand il y a une erreur, je te dis non, t'inquiète pas, j'ai ton dos. T'inquiète pas, je vais prendre sur moi, mais la prochaine fois, tu sauras que ça, c'est comme ça que je préfère manager. Tu vois? Alors, peut-être d'autres me diront que si tu avais été peut-être plus dictateur, les choses, elles auraient été de manière différente. Oui, mais je crée une frustration chez la ressource qui est mon chef de projet ou mon directeur artistique. Donc, je veux qu'il ait... Parce que la musique, quand tu l'as fait, il faut que tu sois épanoui au maximum pour pouvoir te lever tous les matins. Parce que humainement, c'est très compliqué de te lever tous les matins et te dire que je vais aller... Tu vois. Donc, en plus de la passion, il faut que tu sois épanoui. Et moi, j'essaye de me créer un environnement épanouissant pour mes équipes. En leur laissant le libre arbitre. Tu vois. En leur laissant le libre arbitre. Et quand il faut taper sur la table, je tape sur la table. Quand il faut mettre des pressions, je mets des pressions. Mais moi, je suis aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de la manière dont ils gèrent les choses aujourd'hui, la manière dont ils prennent de la maturité, du recul. Ce n'est pas tout le temps facile. Mais de manière générale, ouais, c'est positif. Donc oui, si j'avais quelque chose à dire sur les choses qui ont progressé, ouais, il y a beaucoup plus d'expérience.
Non, mais on le comprend bien ici avec ce que tu dis. C'est pour ça que je disais, pour moi, c'est super important qu'on ait cette discussion pour parler du fond des choses, de la structure, du business model. Ouais. Par exemple, quand Sony vient, enfin, quand Universal ou toutes ces grandes boîtes-là viennent, et qu'elles recrutent quelqu'un comme toi, est-ce que vous avez un deal dans lequel tu prends toi-même des parts dans le business ou alors tu es juste un employé de la maison? Quand je suis arrivé, quand j'ai fait négocier mon contrat, je voulais des parts dans le business. Oui. Mais le business, il n'est pas assez mûr pour que ça puisse se faire ainsi. OK. Mais ça reste quelque chose qui est, Oui, bien sûr. qui est pas loin dans ton esprit. Bien OK. sûr. Maintenant, à titre personnel, Ouais. tu es un rappeur. Et bien évidemment, on a beaucoup de clichés, quoique parfois justifiés quand même, sur le style de vie des rappeurs. D'accord. Est-ce que tu es bling-bling? Non, je ne me considère pas bling-bling. Non. OK. Où est-ce que tu dépenses ton argent alors? Déjà, qu'est-ce que tu appelles bling-bling? Enfin, c'est quelqu'un qui... c'est vrai que tu as raison de demander. Tu n'as pas la grosse chaîne en or. Ouais, tu n'as non, pas ça, le... c'est pour les clips, mais... Non, même pas. Non, mais des rappeurs qu'on voit avec ça. Hein. C'était une mode à un moment. C'était un style. Tu vois, d'avoir la grosse chaîne, d'avoir les gros bijoux qui sont tu vois, très, très, très brillants. C'était une mode, en fait. OK. C'est même pas un cliché. C'est une mode. C'est des gens qui caricaturaient. Il y a beaucoup de médias qui ont caricaturé ce style-là et qui, donc, par caricature, se moquaient. Mais non, c'était un style. OK. Donc, c'est juste un style qui est... Tout comme à l'époque, on avait les gens qui s'habillaient en tenue de prison, des trucs comme ça. Ben ouais, c'est un style, en fait. C'est la mode, tu vois. Ouais. Tu as les choses les plus phoques les unes que les autres, tu vois. Est-ce que tu t'habilles à la mode? Je m'habille dans le bon timing. Et tu dépenses quand même pas mal d'argent pour tes vêtements. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de... Parce que j'aime en confiance? Non, même pas. J'aime. Alors, tout ce qui n'est pas cher n'est pas de qualité. Je m'en suis rendu compte. Il y a des trucs qui sont très chers, mais qui sont... tu envoies une fois au pressing et c'est mort. C'est foutu, oui. Mais tu as... la plupart du temps, tu as la matière, tu as la coupe, tu as la couleur, le modèle. Et j'aime bien, tout simplement, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sap cher, qui sont très bien avec des trucs sans marque. Moi, je kiffe bien, je kiffe les marques, j'en porte. Tu dépenses à peu près combien par mois, par an? Par an? Dans le vestimentaire. Oui, peut-être par an, parce que si par mois, il y a des mois où tu n'achètes peut-être pas grand-chose. Énormément. Ah oui? Ouais. À ce point? Ouais. Et c'était déjà mon péché mignon quand j'étais artiste. Une fois, j'avais fait des courses. Je m'habillais à l'époque en Iceberg. C'est une marque italienne, Iceberg, et c'était des t-shirts sur lesquels il y avait Mickey, Pluto, etc. C'était le pull. Je pouvais avoir le pull à je sais pas, 1500 €. Non. Ouais. Un pull? Ouais. Et tu en as acheté combien? Une fois, j'ai fait je rigole parce que j'étais jeune. Une fois, j'ai fait 200 000 francs de course, 30 000 € de course. Le mec, il a fermé le magasin. Une fois, je suis parti chez J3. C'est un mec qui vendait des cuirs. Le cuir, il est il est tellement raffiné. J'avais acheté la veste en cuir, je crois, 25 000, un truc comme ça. 25 000 €? Ouais. T'achètes la veste avec Samuel Eto'o? Non, mais en fait, ça, je l'achète pas tous les jours. Oui, non, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire... Alors, je vais quand même nuancer mon propos. Ça, c'est des choses que je faisais à l'époque. OK. Quand je faisais ça, je n'épargnais pas. Oui. Quand je faisais ça, je n'investissais pas. Oui. Tu vois? Parce que dans ma tête, j'ai eu un cachet de 300 000, je mets 150 000 dans des sapes, ça va tomber encore. Aujourd'hui, si tu me vois dépenser un truc à 1 000 €, c'est que j'en ai épargné 2 000. OK. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la différence. Ouais. Je ne peux plus me retrouver aujourd'hui avec plein d'habits de marque et demain, j'ai une situation de galère et je suis obligé de vendre mes habits. Ça t'est arrivé? Non. Mais c'est un exemple que je te donne, tu vois. Ouais. C'est un exemple que je te donne. Tu as toujours su tirer ton épingle du jeu, finalement. Au final, oui. Tu n'as jamais été en galère depuis que tu es dans Si. OK. Ouais, j'ai été... Au début, mais quand l'argent a commencé à rentrer... Quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai été ruiné. Ah oui? Oui. J'ai eu un redressement fiscal. Il y a une année où j'ai acheté chaque mois une nouvelle Mercedes. Non.
Chaque mois, une nouvelle Mercedes. Chaque mois, bon, une manière de parler, Ouais. mais tous les 2 mois, j'achetais une nouvelle Mercedes. Pourquoi? Parce que j'étais con. Et que je kiffais ma life de jeune millionnaire. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a Je sais même pas si j'étais con, en fait. Tu le referais? Non, justement. C'est pour ça que je suis pas con. Parce que je l'ai fait. Et j'ai pas fini clochard. Si j'avais fini clochard, ouais, là c'est con. Mais si tu fais ça, ça te gifle, tu tires une leçon de ça, bah voilà, tu sais que ça, c'est des choses à ne plus reproduire. Donc, Wow. vulgairement, on dit jeune et con parce quand on est jeune, on fait des choses insensées. Mais en fait, c'est de l'apprentissage de vie. C'est quoi tes plus... Alors, peut-être que tu as déjà répondu, mais c'est quoi les dépenses que tu regrettes quand même? Tu te dis ça, j'aurais pas dû faire. Non, je te jure, je te dis, Tu ne regrettes rien. je regrette rien parce que, par exemple, j'avais acheté une Rolex en diamant, une Rolex en argent, une Rolex en argent couverte de diamants. Valeur. Je me rappelle plus du prix. J'avais acheté, je me rappelle, j'avais un joaillier qui me la vendait. J'avais un joaillier qui me vendait toutes mes montres à Place Vendôme. Et en achetant, tu sais ce qu'il me dit? J'achète, hein. J'avais acheté une Daytona en or. J'avais acheté, acheté une autre. Bon, j'avais des Baume et Mercier, mais j'avais, je crois, une Gégère Lecoutre, je ne me rappelle plus, j'avais acheté ça. J'avais quoi, 22 ans? Il me dit, tu sais, moi je fais du business et tu sens que le mec il est plein. Il me dit, votre problème, vous les mecs de cité, c'est que vous commencez la vie par la fin. Waouh. Pourtant je suis en train Le mec d'acheter. qui te vend le produit. Ouais. Il me dit, votre problème, c'est que vous commencez la vie par la fin. Mais tu sais quand est-ce que j'ai compris sa phrase? Non. C'est au moins... Je sais même pas combien de temps, mais sur le coup, je dirais, ah, mais tu racontes ta vie, donne-moi ma Donne-moi montre. ma montre. Tu vois? C'est après que j'ai compris. Mais quel est le besoin? Parce que tu fais bien de le rappeler, tu as grandi. Alors, tu es né au Cameroun, tu es allé Ouais. en France, tu es Ouais. revenu, tu es reparti. Et puis, tu as explosé en France. Donc, tu as grandi en cité. Ouais. Quel est le besoin pour les gens de la cité quand ils réussissent? D'exister. Il y a tellement une différence de comment dire, de gestion de classe sociale que tu as le sentiment que en étant frais et en brillant, donc en te faisant remarquer de prime abord, on va te gérer différemment. Ça c'est le truc, ça c'est la réaction première. Ensuite, t'as aussi des gens comme moi qui on kiffe ça. Moi, je kiffe ça. Je kiffe être frais. Tu vois, je kiffe ça. C'est ton délire. Ouais, c'est mon délire, tout simplement. Ce n'est pas qu'un problème de je suis un noir et non. Tu vois, je kiffe ça. J'ai toujours dit, un jour, je parlais avec un de mes oncles et je lui dis, tu sais, si je veux vivre dans le 16e, je vivrai dans le 16e. Si je veux vivre dans le 7e à Paris, je veux vivre dans le 7e. Si je veux vivre à Bastos, je vais vivre là-bas. Pas parce que je suis un arriviste, c'est parce que c'est l'environnement dans lequel j'ai envie d'être bien. C'est l'environnement où je sais, où je sens que je vais être bien. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour moi, tu vois. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai pris un appartement qui faisait, je crois, 750 mètres carrés. Je suis tout seul. Et tu es bien là-dedans. Et je venais d'arriver. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je connaissais personne, j'avais besoin d'un espace où, en restant chez moi, je suis à l'aise. À partir du moment où j'ai commencé à faire des relations, d'avoir des amis ici, je ne trouvais plus nécessaire de rester uniquement chez moi et donc d'avoir un environnement dans lequel je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'ai déménagé et j'ai pris un truc moins gros, mais tout aussi bien confortable pour moi. Mais c'est pour te dire que ça fait partie de ce que j'aime. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait un plan B, plan C, plan D en cas de galère. Parce que si on se revoit dans 2 ans et que je te raconte juste les belles histoires en disant j'avais un appartement de 750 mètres carrés, mais aujourd'hui je suis en galère, ça n'a aucun sens. Ouais.
Et comment tu fais donc pour t'assurer que tu ne vas pas tomber en galère? Tu investis dans quoi? Des choses que je ne peux point dire. En fait, la principale chose dans laquelle j'investis aujourd'hui, il y a déjà... c'est un investissement. Le salon que j'ai monté avec mon ami, c'est un investissement. C'est un investissement sur nos personnes. Quand je dis sur nos personnes, pas on investit sur on investit sur nos personnes pour briller, mais on investit sur nos compétences pour créer du business. Ouais. Tu comprends? Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la chose principale qu'on fait aujourd'hui. J'épargne énormément. Et je suis sur un projet projet immobilier. Ce même joaillier, qui était une sorte de conseiller, m'a dit n'achète jamais un bien à crédit. Si tu peux, tu l'achètes cash. Je lui dis, ouais, mais si j'achète cash, les taxes, etc., ça veut dire que si tu ne peux pas acheter cash, ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'acheter un bien. Et ce n'est pas un appartement qui va faire en sorte que tu puisses avoir une réelle économie, c'est en ayant un patrimoine immobilier. Donc, tu as beaucoup de gens, même des footballeurs que j'ai connus, qui disent, ouais, j'ai acheté une villa, une grosse villa là-bas. Après, ça dépend de l'ambition de tout un chacun, tu vois. Mais si jamais tu vas avoir... Parce que quand tu es sur un projet immobilier, c'est que tu assures la fin de tes jours, de manière générale. Ou c'est un héritage que tu vas laisser à tes enfants, etc., si tu as une progéniture. Mais pour ça, là, il faut que ce soit quelque chose qui te donne, en moyenne, le même train de vie que tu avais quand tu étais actif. Oui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je ne cours pas bêtement dans l'achat de tout et n'importe quoi. Je peux acheter 1 terrain, 2 terrains, 3 terrains, 4 terrains. Et petit à petit, je me constitue un patrimoine qui fait que... Donc tu investis dans la terre et dans la pierre. Exactement. En Côte d'Ivoire, en Afrique, de manière générale? Là où l'opportunité m'est donnée. Est-ce que tu as fui la France? Ou alors tu es venu en Afrique par conviction parce que non, mais je disais toi, t'es un vrai... Tu es Camerounais, toi? Oui, oui. Ça, c'est des questions qui déoufent. Non, j'ai pas fui la France. Ouais. Parce qu'on dit parfois que les artistes qui partent, c'est parce qu'ils veulent pas payer d'impôts ou des trucs comme ça. Moi, j'ai eu des gros problèmes d'impôts. De très, très, très gros. Ton manager n'était pas là pour t'expliquer comment ça marche? On était tous jeunes. On nous a présenté des fiscalistes, mais bon, tu vois, ce genre de choses, faut connaître un minimum pour savoir comment orienter les décisions, les directions dans lesquelles ton conseil veut t'emmener. Il faut connaître un minimum. Tu vois, c'est le même principe que nous dans la musique, c'est que tu ne peux pas arriver dans un environnement que tu ne maîtrises pas. Si tu veux prétendre être millionnaire ou milliardaire, il faut que tu maîtrises l'environnement de la gestion d'argent et toutes les composantes, et les banques, et les impôts, et les fiscalistes, et ceci et cela. T'es obligé, en fait. Sinon, un mec, il vient, on te dit, ouais, c'est le fiscaliste de Jean-Jacques Goldman ou le fiscaliste de Jay-Z. Donc, vas-y, écoute-le. Tu ne peux pas l'écouter comme ça si tu n'as pas un minimum de maîtrise tu vois, pour la compréhension, quoi, pour toi-même. Donc, non, j'ai pas fui, parce que je vais en France quand je veux, comme je veux. Mais j'ai plutôt orienté différemment ma vie. C'était un choix qui était en rapport avec ma carrière musicale, parce que j'avais atteint les cieux en France, et quand j'ai eu ma descente pour remonter, je n'ai pas voulu refaire le chemin. Ok, au même endroit. Au même endroit. Parce que les personnes qui étaient là, c'est des personnes que j'avais sûrement frustrées, c'est des personnes que... Pas sûrement, il y a des personnes que j'avais frustrées, il y a des personnes qui n'étaient pas contentes de mon succès, donc qui allaient m'en faire voir de toutes les couleurs. Donc, je n'ai pas voulu refaire ce chemin-là. J'ai voulu aller explorer un autre environnement où je me refais. Quand tu parles de ta descente, tu parles du fisc? Ouais, je parle de quand parce que j'étais assis financièrement parlant.
Et après, quand je suis tombé, fallait, ma carrière, elle avait plus le même impact. Donc, tout ça, c'est des réactions en chaîne. Tu vends plus de disques, tu n'as plus les mêmes revenus, mais tu as un train de vie qui est, tu vois, il y a un déséquilibre monstre qui se met en place. Et donc, ouais, je me suis dit, je vais me refaire. Et c'est pas la chose la plus évidente. Hein. Oui, non, mais il faut beaucoup de courage. Ouais. Pourquoi la Côte d'Ivoire, pas le Cameroun? J'étais au Cameroun en 2010. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2020. Ah oui, quand même. Donc, Ouais. tu as fait ton bout de chemin au Cameroun. Ouais. D'accord. Ce sont mes 10 ans au Cameroun, avec le boulot que j'ai fait, avec mon label Empire Company, qui ont fait qu'Universal me donne ce poste de directeur. Que Franck Kakou, quand il a été administrateur général, m'a donné cette opportunité. D'accord. Ok. Et comment tu te projettes après ça? Comment je me projette en tant que quoi? Je sais pas, tu as toujours un plan. Tu as dit, toi, tu penses à l'étape d'après. Ouais. Après Universal, c'est quoi la suite pour toi? Je peux pas te le dire. Ah, Ouais, ça, c'est impossible. tu caches beaucoup de choses quand même. Ouais, je peux pas mais, le dire. après, c'est bien évidemment ton droit. Je peux On est vers la fin. Je te pose la question par indiscrétion, mais je te pose la question parce que je vais te poser une autre question derrière. Est-ce que D'accord. tu as des enfants? Non. Ok. Non, tu ne réponds pas ou non, tu n'en as Non, pas? non, mais bien sûr, je te réponds. On est en D'accord, tout- ok. Donc, on est c'est en toute comment franchise. ça se fait qu'un rappeur qui est, qui est Là, supposé- tu es dans les clichés. Mais oui, bien sûr, j'assume. Ouais. On a cette image des rappeurs comme étant des hommes à femmes. C'est-à-dire que on les voit dans leurs clips. Je sais pas. Je suis un homme à femme. Ah oui. Ouais. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que j'aime la femme. Ça veut pas dire que j'ai 10 femmes, Oui. mais j'aime la femme. Oui, on a compris. Tu n'aimes pas les hommes, mais Ouais. c'est pas de ça uniquement dont on parle. Tu comprends ce que je veux dire? Non? Mais tu comprends pas? Non. non, du tout. Quand tu dis que tu aimes la femme, ça veut Ouais. dire quoi? Que j'aime la femme, j'aime la présence féminine, tu vois, j'aime ça, quoi. Est-ce que c'est un gros poste de dépense chez toi? Comme on peut se l'imaginer? Non. Toi, tu ne dépenses pas sur les femmes? Si. Ah. De manière raisonnable. C'est quoi raisonnable quand on est millionnaire? Quand c'est ta femme. Ok. Donc, tant que quelqu'un n'est pas ta femme, tu ne dépenses pas? Si, je peux. Si j'ai une meuf ponctuelle qui a une galère ou qui a un besoin ou j'ai envie de lui faire plaisir. L'argent, tu sais, moi j'ai un rapport très généreux avec l'argent. Hein. Tout en ayant des plans B, C, D. Tu vois, parce qu'en étant généreux, tu peux aussi te retrouver en galère, mais je suis une personne très... voilà quoi, l'argent. Et je crois que c'est parce que j'en ai eu beaucoup et après j'en ai plus eu et après j'en ai eu encore. Donc je me dis, ça va. Et donc, quand j'étais à la bonne et que voilà, tu me proposes, tu me présentes un projet ou tu me demandes parce que tu es en galère ou ceci, je donne. Tu vois, je conditionne pas, par exemple, une relation avec une meuf par de l'argent. Jamais, j'ai pas besoin de ça. Tu vois. Si une meuf vient par contre, si une meuf vient en mode, parce que c'est déjà arrivé, ouais, pour me parler, il faut que tu m'achètes un sac. Ah oui, c'est déjà arrivé ça? Ouais, plein de fois. Pour que tu lui parles, il te dit qu'il faut lui acheter un sac. Un vicieux Mars ou quoi? Il y en a plein, frère. Qui pense comme ça? Ouais, il y en a plein. C'est parce qu'elle est face à Pete Bacardi ou J'en c'est sais son rien. mindset à elle? J'en de se sais rien dire du que- tout, puisque je sais pas, tu vois, vu que T'es pas allé plus loin. j'ai pas été plus loin, donc je peux pas, mais ça m'est arrivé plein de fois. Il y a davantage. En Afrique ou en France? Partout. Il y a davantage de filles vénales. Hein. Extrêmes. Mais il n'y a pas que ça, Dieu merci. Mais je ne suis pas du genre à être... je suis pas un pingre. Tu vois. Et quand je donne, ce n'est pas pour montrer que j'ai. Je donne parce que je veux te faire plaisir. C'est tout. Si c'est pas indiscret, parce que je voulais te poser la question de la transmission. En fait. D'accord. C'est-à-dire que comment tu penses à léguer ton patrimoine plus tard à tes enfants. Mais bon, comme tu as dit que tu n'en as pas, forcément. J'espère en Tu avoir. as tué ma question dans ma... Ouais, j'espère en avoir. Donc tu commences déjà à t'y préparer quand même, Ouais. à léguer quelque chose Ouais, bien sûr. après toi. Et pourquoi, si c'est pas indiscret, pourquoi tu n'en as pas? C'est surprenant. C'est- Je dis, tu as tout pour plaire. J'ai eu une longue relation durant laquelle on n'a pas pu en avoir. Ok. Je mettrais ça sur la nature. C'est la nature qui on a voulu ainsi. Et contrairement justement au cliché, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis orphelin
que j'ai la crainte de ne pas... j'ai la crainte de ne pas faire un enfant n'importe comment. Et ce serait quoi le cliché? Non, je disais... contrairement non, contrairement au cliché des que rappeurs, des rappeurs qui ont beaucoup d'enfants. qui couchent partout et qui ont, tu vois, qui ont beaucoup d'enfants. Moi, Toi, c'est le contraire, ouais. Je sais même pas si c'est le contraire. Moi, je suis dans ma norme. Tu vois, et même ce cliché-là, je te jure, c'est vraiment un cliché extrême parce que tous les rappeurs n'ont pas 1000 enfants. Hein. Tu vois, et la majeure partie des rappeurs sont des vrais papas. Juste 1000 copines, mais pas 1000 être responsable de cette affirmation. Je taquine. Ouais. Non, parce qu'en général, on sait que les postes de dépenses, ça va être le lifestyle. Ouais. Là où on peut mettre beaucoup d'argent de manière déraisonnable. D'ailleurs, ça va être le lifestyle, ça va être les femmes, pas la femme. Parce que dans soi, si c'est ta femme et que c'est très différent de les femmes. Parce que... Mais ta femme aussi, elle peut être un aspirateur. Hein. Oui, mais c'est qu'elle n'est pas très fut-fut. Parce qu'en général, si elle est maligne, elle sait qu'elle bâtit, elle détruit. Ça, après, justement, tu vas dans la profondeur du truc. Mais t'as des femmes ou t'as des mecs qui sont avec des femmes, effectivement, elles sont pas fut-fut. Ouais. Ou le mec, il est pas fut-fut, ou j'en sais rien. Mais oui, forcément. Ça existe, tu vois, tu peux avoir s'il est avec elle. Ouais, tu peux avoir une femme, c'est un. Oui, qui est finalement un gouffre. C'est un gouffre. Ouais. C'est vraiment une question de gestion. C'est vraiment une question de gestion, tu vois. Si je peux, je donne. Si je peux pas, je donne pas. Mais est-ce que l'argent t'a déjà fait perdre des amitiés? Oui. Tu as dit que c'est que ce n'était pas des amitiés. Pas forcément. L'argent change les gens. Et l'argent change aussi les gens autour de nous. Ouais, mais les amis que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont mes amis et mes frères même. On a eu des galères d'argent, mais ça ne nous a pas divisés. Donc, c'est que ce n'était pas mes amis, en fait. Ok. Si à un moment donné, l'argent a été un problème, c'est que non. Qu'est-ce qui fait que l'argent soit un problème, par exemple, avec un ami? Tu ne voulais pas un contrat, parce que dans ta relation avec tes... Si tu escroques un ami, si tu... Escroquer? Oui. Comment un ami peut escroquer? C'est quoi de l'escroquerie? Tu me prêtes de l'argent, je te rends pas, je t'ai escroqué. Ok, oui, dans ce sens, oui, dans ce sens, c'est de l'escroquerie. Donc, après, je suis pas dans la escroquerie au sens où tu crées un stratagème pour escroquer ton gars. Non, ça, et quoique, il y a des gens qui le font, tu vois. Mais je sais même pas si les galères que j'ai eues avec les gars, c'est par rapport à l'argent. C'est par rapport à quoi, alors? La jalousie? Non, la vie. Des choses, des déceptions, tu vois. Mais toutes les personnes... moi, j'ai des amis de 20 ans. Des frères de 20 ans. Ouais. Et on est passé par toutes les... Ton label, par exemple, vous êtes séparés pourquoi? On n'est pas séparés? Première classe? Oui. On n'est pas séparés. Ah, ça existe toujours? Ouais, toujours. Vous travaillez toujours ensemble là-dedans? On ne travaille plus ensemble. Enfin, première classe existe toujours. Donc, on ne fait plus les choses uniquement sous l'égide de première classe. Mais l'entité existe toujours. L'entité même, en vrai, ce n'est pas l'entité juridique. L'entité, c'est nous, les hommes. Jackie, Benji, Stéphane, Patou et moi, on existe toujours. Tu vois, et comme je te dis, on n'est plus juste des collaborateurs de première classe. On est des frères. Ok. Et Dieu seul sait qu'on a eu des galères incroyables. On a fait des 2 ans, 3 ans sans se parler. Après, il y en a un qui dit non, on ne peut pas rester comme ça. On fait un tour de table, on crève l'abcès, etc., etc. Ça fait plaisir à entendre. Ouais. Parce que malheureusement, c'est aussi un univers dans lequel il y a beaucoup de violence, beaucoup de jalousie, beaucoup de belles relations qui sont séparées. Moi, par exemple, j'étais très content, même si je ne suis pas particulièrement, de voir les frères P-Square se remettre ensemble. Ouais. Parce que Ouais. C'est vrai que c'est un environnement qui est très compliqué parce que dans les univers qui sont les nôtres, tu vois vraiment la nature humaine sous toute sa forme, même la plus dégueulasse. Tu vois. Et il faut vraiment... tu sais, moi, je pense que, par exemple, ce qu'on n'avait pas à notre époque, je pense que dans les logiques de développement des producteurs indépendants ou majors, il faut intégrer le principe
psychologue. Moi, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. C'est trop dur. Humainement, c'est très, très, très dur. Il faut pouvoir parler à une personne qui te permet de vider toutes les frustrations, les injustices, les douleurs, les pleurs que tu peux avoir, les déceptions, tout ça. Tu vois? Parce que l'humain a ça de mystérieux, c'est que je vais pas avoir une douleur aujourd'hui, mais la souffrance de cette douleur, elle se manifeste quelque temps après. Tu vois? Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi psychologique pour une grande partie des gens de cet environnement. C'est trop compliqué. Et c'est pour ça que parfois, tu as des gens qui préfèrent boire pour oublier, fumer pour oublier, la drogue pour oublier. Parfois, tu as été concerné par ça? Non. J'ai jamais pris de drogue ni d'alcool au point de... Non, jamais. Jamais. Tu as tes limites? Ouais, j'ai mes limites, mais j'ai beaucoup... j'intériorise beaucoup. Et je peux te dire que ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, c'est vraiment un métier, un corps de métier où la violence, elle n'est pas uniquement... comment physique, dire, verbal. physique, ouais. Non, physique et physique visible. Oui. Il y a beaucoup de plaies internes. Énormément. Chez les artistes, chez les managers, chez les producteurs, chez les... C'est incroyable. Puis Bacardi, on arrive quasiment au terme de cette interview dans laquelle on a appris beaucoup de choses sur les réalités finalement derrière l'industrie musicale. Mais une dernière question quand même pour un jeune ou une jeune qui t'écouterait là maintenant et qui voudrait se lancer dans la musique ou alors qui est déjà dans la carrière musicale et qui est très ambitieux, qui veut aller loin. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi les steps à bien négocier? Les steps à bien négocier, déjà, c'est avoir une justesse d'appréciation soi-même sur le travail qu'on fournit. Il y a des gens, parfois, ils t'envoient des chansons, ils disent ouais, que moi, je rivalise avec un tel, Aya Nakamura ou la vidéo, alors que c'est nul. Il faut avoir déjà la justesse sa propre appréciation de sa musique, mais de la meilleure des manières. Ça, c'est une chose. Dans un second temps, c'est l'environnement. Comment tu crées ton environnement, un environnement prolifique à ton succès. L'environnement prolifique, c'est pas parce que tu as un bon feeling avec une personne, pas parce que tu t'entends bien avec ton grand frère ou ta petite sœur ou tu vois, un cousin ou une cousine. Il faut quelqu'un dont les compétences sont suffisamment fortes pour pouvoir te faire évoluer. Alors, il y a un paradoxe à ça, c'est que quand tu commences, personne de ce pédigré-là ne te regarde, techniquement, quand tu commences. Oui. À défaut d'avoir que quelqu'un d'expérience ait un coup de cœur sur toi, techniquement, ouais, tu dois te débrouiller avec les moyens du bord. Tu vois? Mais il faut rapidement comprendre quelles sont les choses importantes pour ton évolution. Tu vois ce que je veux dire? Et ne pas se dire, comme c'est mon frère, comme c'est ma copine, comme c'est mon copain, comme c'est mon oncle, je ne vais pas essayer de comprendre quel est mon environnement. Il faut comprendre son environnement. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, Google le permet. Tu vas sur Google, tu tapes contrat de production, contrat de management, contrat d'édition. Contrat de distribution. Contrat de distribution. Tu vas, tu lis, tu t'intéresses. Tu t'intéresses à ton métier. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes ne voient le métier que par le spectre du clip. Comme tu disais tout à l'heure, on va aller dans le cliché, belle meuf, belle voiture. Beaucoup de jeunes voient ce métier que par le spectre de l'argent. Parce qu'un artiste va dire, oui, voilà ce que j'ai acheté, parce que j'ai fait ci. Il y a beaucoup de gens qui mentent aussi. Il y a beaucoup de gens qui racontent leur vie. Il y a de l'argent. Quand tu fais des hits, tu gagnes de l'argent. Tu vois? Même dans notre environnement qui n'est pas encore structuré à 100%, quand tu fais un hit, tu gagnes de l'argent. Tu vois? Tout est relatif après. Mais il faut connaître ton environnement. C'est ça le mal de ce métier aujourd'hui, c'est que beaucoup le font
sans réel projet. Quand tu fais une chose avec un projet, tu prends toutes les mesures. Tu prends le temps, tu vois, de checker, d'étudier, de ceci. C'est pareil. Ta musique, c'est ton projet de vie. Quand tu te positionnes tel quel, tu vois, c'est ton projet de vie. Si c'est ton projet de vie, tu dois savoir comment structurer ton projet. Et ça, là, nous, on n'a pas fait d'études. On a appris. On a eu des grands frères qui nous ont, entre guillemets, orientés dans le management de certaines choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a appris, nous, en faisant des erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, on n'avait pas tout le temps des personnes pour penser nos plaies. Tu vois, pour nous. Donc, c'était... On a cravaché. Mais aujourd'hui, il y a l'avantage d'avoir des gens qui ont une expertise, une expérience et un savoir-faire. Et puis, un dernier secret pour la route. Comment on fait pour enchaîner hit sur hit comme un Davido, par exemple, ou alors à l'étape suprême Michael Jackson? Tout ce qu'il touche, boum. Le secret, une fois de plus, c'est les équipes et ta faculté à comprendre que tu dois changer de mode de fonctionnement, changer d'équipe, changer de producteur. Par producteur, j'entends producteur musical, beatmaker. Tu vois, beatmaker. Moi, je préfère dire producteur parce qu'un producteur, au niveau de la musique, c'est quelqu'un qui te donne un univers, qui te propose une musique avec une vraie âme. C'est pas juste un automate qui est parti copier la musique d'un autre, beatmaker. Il faut se réinventer. Il faut savoir se réinventer. Notre succès ne dépend que de nous-mêmes, in fine. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit très éveillé quand tu fais ce métier-là. Il faut comprendre. En fait, quand tu comprends ton environnement, tu as une carrière qui peut durer des années, une éternité. Ouais. Quand tu comprends. On en a comme ça d'ailleurs. Ouais, tu comprends ton environnement. Et comprendre son environnement, ça ne veut pas dire que tu dois tout faire. Comprendre ton environnement, donc, c'est déjà l'identifier et identifier ce qui est nécessaire pour que ta carrière soit celle que tu voudrais qu'elle soit. Donc, les bons choix de personnes, tout ça, là. On le sait, c'est-à-dire que quand tu rencontres une personne qui a une énergie douteuse, tu le sens, il y a toujours un truc un truc instinctif, là, qui te dit toujours, il y a un acte qui est posé. Tu vois, quand les débuts d'amitié, il y a toujours un acte. Mais comme on est au début, tu dis non, mais bon, ça, c'est rien. Mais sauf que ça, là, tu vas voir qu'au bout du compte, c'est l'acte que tu as vu, là, qui va faire en sorte que peut-être vous séparez. Donc, c'est ça le secret. Hein. Il n'y a pas mille secrets. C'est de comprendre que nous sommes les seuls éléments propices à notre succès. Et pour ce faire, il faut comprendre. Il faut savoir à quel timing changer de style musical, changer de style vestimentaire, changer de... C'est ça la science, en fait. Merci en tout cas d'avoir partagé ta science avec nous, Pete Bacardi, de t'être livré aussi, d'avoir parlé de ta gestion, de tes erreurs et de quelques dossiers un peu controversés dans lesquels tu as bien voulu nous donner le niveau d'information que tu pensais nécessaire. Moi, j'ai passé une très belle émission avec toi j'espère qu'elle va apporter beaucoup de lumière sur la réalité du métier et puis qu'on va plus te voir comme le méchant uniquement parce qu'après les gens ont déjà leurs avis. C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que les gens veulent penser de moi, quel que soit ce que tu diras, ce que je dirais, ils ont leur idée, mais moi c'est même pas ça qui m'intéresse parce que je sais ce que je suis. Oui. Tu vois, mais ce qui m'intéresse c'est qu'on construise quelque chose. Oui. Que les gens percutent, pas sur Pete, parce que ce que je suis, c'est pas important. Ouais. Ce que je dis, et ce que je dis, c'est vraiment de la bienveillance et c'est vraiment constructif. Parce que j'ai vraiment envie que sur le continent, on ait une industrie, une industrie, un écosystème digne de ce nom. Parce qu'on a des talents, on a une intelligentsia, on a tout ce qu'il faut en notre possession et surtout, on a un peuple qui consomme. Oui. Le peuple africain consomme la musique. La musique, oui. Ça, c'est vrai. Consomme, c'est grave. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Nous arrivons au terme de cette émission avec Pete Bacardi, qui, comme vous avez pu l'entendre, est passionné de musique, est passionné aussi de business,
qui nous a expliqué les réalités finalement de l'univers musical. Parce que moi, l'intérêt aussi, comme je l'ai dit, d'inviter des personnes qui sont dans le secteur musical, c'est que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de talent dans la communauté. La musique, on la consomme en surabondance. Je trouve même qu'on la consomme trop. On danse trop sur ce continent et on gagnerait à faire d'autres choses. Mais ce serait bien qu'on maîtrise le truc, qu'on ne soit pas juste dans des rôles périphériques, mais qu'on puisse demain créer un universal version africaine et qu'on contrôle vraiment ce qui se passe sur ce continent pour mieux l'exporter. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on l'a bien compris, hein, c'est un business et c'est ceux qui investissent dedans, bien évidemment, qui tiennent les rênes de la chose. Et je pense qu'on gagnerait à davantage se structurer, que les uns et les autres jouent leur rôle, que les États jouent leur rôle, que les producteurs jouent leur rôle, que les musiciens jouent leur rôle, qu'ils lisent des contrats quand même. Et qu'ils... mais bon, ça ne me surprend pas trop. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Et j'espère bien évidemment que vous aussi vous avez apprécié l'émission. Partagez-la massivement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. D'accord, pas d'accord. C'est le but du jeu. Et rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission. Toujours pour parler d'argent avec un autre ou une autre invitée. Et d'ici là, restez abonnés et suivez les autres vidéos de la chaîne. Let's go.